Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du festival unique à la mission locale Isère Rhodanienne. Aujourd'hui, on va parler égalité des chances, mais aussi avec différents jeunes, différents invités, et notamment en tant que premier invité, Pierre Baruel, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être avec vous. Donc, ne coupez pas tout de suite parce que le commissaire à la pauvreté, c'est pas un commissaire de police, je vous rassure, hein. J'ai pris mes fonctions au mois de juin. Je suis placé effectivement Mhm. donc auprès de la préfète de région et mon rôle, c'est d'assurer la coordination de l'ensemble des acteurs, des services de l'État, mais aussi des entreprises, Mhm. des organismes de sécurité sociale, pour faire en sorte que les personnes puissent sortir de la pauvreté ou en tout Mhm. cas ne pas y rentrer. Donc voilà, c'est un objectif très, très important, très vaste, hein, puisque je fais ça sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Mhm. dans une très grande région avec 12 départements. Et donc, il s'agit d'agir dès le plus jeune âge pour éviter la reproduction de la pauvreté et puis également éviter le décrochage scolaire. Il y a trop de jeunes qui Mhm. effectivement décrochent au niveau scolaire. Et puis, il s'agit également de pouvoir aider à se déplacer si on veut travailler quand on n'a pas beaucoup d'argent, Mhm. pouvoir manger à sa faim, se loger dignement, et puis connaître ses droits aussi, parce qu'il y a trop de gens qui ne connaissent pas ses droits et qui n'accèdent pas. Donc, lutter contre Ouais. le non-recours, c'est comme ça Mhm. qu'on dit. Et par rapport à toutes ces actions-là, c'est quoi que vous mettez en place, vous, justement, pour lutter contre tout ça? Eh bien, c'est toutes les actions que j'ai évoquées. Donc, je suis garant d'une stratégie qui s'appelle le Pacte des solidarités Ok. et qu'on doit déployer donc auprès des personnes concernées. Mhm. On a en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 8 millions d'habitants, on a à peu près 1 million de personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté. Et donc, c'est un vrai sujet. On est au cœur du pacte républicain. Mhm. Et donc, on engage toute une série de mesures qui concernent bien sûr l'emploi, le logement, mais aussi la santé, et notamment la santé mentale, parce qu'il Mhm. y a beaucoup de jeunes qui vont pas très bien. Le Mhm. Covid a beaucoup accéléré ce, ce- Ouais, ce effectivement. phénomène. Et puis, on a aussi beaucoup de sujets autour pour les étudiants, la précarité de la vie Mhm. étudiante. Voilà. Et donc, tout ça, on a comme action, pour les plus petits, par exemple, on développe des dispositifs comme la cantine à 1 € Mhm. pour les petits, hein, parce qu'on ne peut pas apprendre quand on a le ventre vide. Et ensuite, pour les étudiants, voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui Mhm. sont effectivement mis en place. Et justement, pour parler des étudiants, enfin des personnes justement âgées entre 16 et 18 ans, Ouais. il y a ce qu'on appelle l'obligation de formation. Voilà, tout à fait. Euh, je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu justement de cette action-là notamment. Oui, je veux bien en dire quelques mots. C'est vrai que dans notre pays, l'école est obligatoire Mhm. jusqu'à 16 ans. Et qu'est-ce qui se passe après? Mhm. L'idée, c'est que le jeune, jusqu'à sa majorité, effectivement, ne soit pas livré à lui-même. Et donc, cette phase entre 16 et 18 ans, bien sûr, c'est la continuité de la scolarité qui est plutôt la règle. Mais si elle n'est pas possible, si la personne n'a pas de diplôme, il faut surtout pas que le jeune reste seul. Mhm. Et il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Et on est en train de lancer une campagne de communication là, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, l'éducation nationale, le conseil régional, pour faire en sorte que ces jeunes ne restent pas sans solution. Il y a des écoles de la deuxième chance qui existent, Effectivement. vous le savez. Il y a des préparations apprentissage. Il y a le service civique qui constitue des solutions Mhm. également. Et puis, on a des établissements comme l'EPID qui est effectivement des choses effectivement intéressantes. Et donc, il faut regarder toutes ces solutions qui existent et puis ne pas hésiter à s'adresser aux centres sociaux et aux missions locales qui sont quand même spécifiquement dédiées aux jeunes. Mhm. Et notamment par rapport à tout ça, donc toutes ces actions-là, que ce soit aussi les différentes structures, dont les PID par exemple, Ouais. vous pouvez aussi retrouver sur nos rediffusions d'émissions justement les interviews de ces différentes structures. On a quand même fait une globalité justement sur les différentes émissions qu'on a pu faire au Mondial des métiers, au World Skills notamment. Et moi, je me pose une question par rapport à tout ça, surtout depuis le Covid, j'imagine que
la façon dont vous mettez en œuvre les actions, elles ont un peu changé justement par rapport à ce qui s'est passé notamment auprès des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, pareil, vous le disiez, niveau santé mentale, c'est quand même quelque chose d'assez important. Est-ce que justement, vous avez des exemples peut-être de retours de jeunes justement qui parlent de ça notamment? Oui, alors c'est vrai que il y a 50 ans, la pauvreté, elle était surtout présente chez les personnes âgées, en fait. Mm. C'est eux qui s'en sortaient pas très bien avec des toutes petites retraites, etc. Aujourd'hui, les petits retraités, ça existe, mais Mm. globalement, les retraités se sortent pas si mal, hein, Mm. par rapport aux actifs et notamment par rapport aux jeunes. Et c'est vrai que c'est les Mm. jeunes qui sont sur le pacte de solidarité qui sont notre public cible, Mm. parce que ces jeunes, eh ben, on voit bien qu'il y a des difficultés réelles. Et pour parler de Mm. la santé mentale, moi je voulais évoquer peut-être cette action qui est portée par la RHM, donc une association qui s'appelle les ambassadeurs de la santé mentale. Et ce sont des jeunes de service civique, en fait, qui forment des jeunes sur premiers gestes, premiers réflexes, une Mhm. formation de premier niveau pour prendre en compte la santé mentale, qui, vous le savez, est une priorité gouvernementale. Et je crois d'ailleurs que enfin, je sais pas, je crois pas, je suis sûr qu'il y a eu une émission la semaine dernière qui a beaucoup Mm. fait parler, hein, sur M6, avec des grands champions Mhm. sportifs, hein, qui ont témoigné, y compris Yannick Noah par exemple, qui ont dit, ben moi dans ma vie j'ai eu un problème, et donc j'ose maintenant en parler. Donc faut pas hésiter à aller voir des professionnels. Et maintenant, dans les missions locales, de plus en plus il y a des psychologues, hein, qui sont Effectivement. recrutés parce que on peut pas trouver un emploi si il y a il y a des difficultés par ailleurs. Enfin, c'est vraiment des difficultés Mm. qu'il faut pouvoir lever. Ouais. Et donc surtout, n'hésitez pas à en parler. On dit que un Français sur cinq a eu ou aura un épisode dépressif dans sa vie. Et moi, j'ai 58 ans. Ben moi, j'ai eu mon petit épisode à 40 ans. Voilà. Donc, Mm. et je m'en suis sorti. Oui, je sais que notamment souvent il y a des personnes vers la quarantaine, mais même avant, hein, mais on a ce qu'on appelle aussi peut-être la crise de la quarantaine aussi, ce genre de choses, mais même pour les jeunes, hein, crise d'adolescence, etc. Des fois ça peut vraiment être assez violent. Ouais. Et justement, c'est des jeunes qui ont parfois entre 16 et 18 ans, et du coup, notamment, que ce soit obligation de formation ou même en mission locale, on peut les accompagner et les aider justement sur toutes ces choses-là, même en matière de santé mentale. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et vous disiez notamment un chiffre, donc 1 sur 5, du coup, 1 sur 5 personnes sont justement atteintes d'un épisode dépressif. Oui. Moi, je voulais savoir par rapport à l'égalité des chances, comment on évalue un peu tout ça en fait. Alors, c'est vrai que c'est assez difficile, hein, d'évaluer. C'est vrai que sur l'égalité des chances, on a dans ce pays, on fait beaucoup de choses quand même, hein, pour réduire les inégalités. Mm. Les gens qui ont de l'argent, eh ben, ils payent des impôts quand même, hein. Donc voilà, la différence de revenus, c'est entre 1 et 8 avant les impôts, et c'est de 1 à 3 après. Donc Mm. on voit bien qu'il y a un rôle de redistribution. Pour autant, la France, malgré tout ce qu'on fait, on est dans un pays où il faut pratiquement 6 générations pour sortir de la pauvreté. Ce Mm. qui est quand même énorme. Et donc, on a l'impression que c'est difficile, quand on a eu des parents précaires, de soi-même s'en sortir, hein. Mm. Donc, il faut lutter contre ce déterminisme. Et on voit bien que la pauvreté, malgré tout ce qu'on fait, ben, elle ne recule pas, en fait, hein. Donc, voilà, ce qui interroge beaucoup. On est autour de 14% de la population qui vit en dessous du seuil monétaire, hein, de la pauvreté monétaire, hein. Pour une personne seule, c'est à peu près moins de 1200 euros par mois, hein. À Mm. partir de là, on est reconnu, enfin voilà, on peut se considérer comme en situation précaire. Et sur l'évaluation, eh bien, on peut penser que même si le nombre de personnes pauvres ne diminue pas, ça peut effectivement évoluer, pardon. Il y a des personnes qui rentrent, il y a des personnes qui rentrent, mais globalement, c'est vrai, ça ne diminue pas. Et donc, ça interroge beaucoup notre façon de travailler, qui est sans doute trop en silo aussi, hein. Je pense qu'il y a trop d'acteurs qui fonctionnent chacun, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés, et beaucoup d'acteurs fonctionnent en silo. Et donc, moi, mon rôle, mais avec plein d'autres, hein, c'est de faire en sorte qu'on soit tous ensemble pour lutter contre ce fléau de la pauvreté. Mm.
Effectivement, et ça doit demander quand même, je pense, une cohésion justement entre les différentes personnes pour réussir à aider ces personnes-là qui sont en difficulté. Moi, je me pose une question aussi, c'est par rapport à l'égalité des chances. Là, on a cité une généralité, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté plutôt. Alors, comment je pourrais appeler ça? Pour les femmes, en fait, notamment aussi. C'est vrai qu'on peut parler d'égalité des chances à ce niveau-là, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, même en vrai, quand on peut parler justement à différentes femmes aujourd'hui dans notre quotidien, elles citent notamment certains problèmes où elles se sentent peut-être moins égales justement face aux hommes. Est-ce que justement il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça? Alors tout à fait, hein, donc sur l'égalité femmes-hommes, bon, bah, d'ailleurs c'est quand même un sujet pour lequel il y a eu quand même beaucoup de progrès, même si il y a encore beaucoup à faire, hein. Moi je vois, pour travailler avec les préfets par exemple, et on pourrait penser qu'un préfet c'est pas une femme, mais en fait en Auvergne-Rhône-Alpes, moi je travaille auprès d'une préfète de région qui est une Mm. femme, hein, donc voilà. Et dans les 12 préfets de département, plus de la moitié sont des femmes aujourd'hui, Mm. hein, donc ce qui quand même montre au niveau de l'État une prise de conscience. Et puis, il y a, même dans les grands groupes, hein, privés, vous savez, dans les conseils d'administration, il faut qu'il y ait Mm. des femmes. Donc, c'est un sujet de préoccupation très, très fort, qui est très porté, hein, par la ministre en charge de ces sujets. Et au niveau régional, on a une déléguée, on a dans chaque département, on a une déléguée régionale et déléguée aux droits des femmes. Et donc, c'est Mm. un sujet qui est en tout cas beaucoup porté, y compris par Fabienne Bussiot, qui est la préfète de région, et qui est très attentive à ces sujets et qui n'hésite pas à dire que à compétence égale, elle préfère recruter une femme qu'un homme. Voilà. Ouais, bah, justement, on le voit un petit peu, enfin, ça évolue quand même vraiment beaucoup sur ces dernières années, notamment par rapport à l'égalité homme-femme, notamment. On le voit hein, dans les différents métiers, on voit de plus en plus de femmes à haute fonction, comme vous l'avez dit aussi. Je trouve ça hyper intéressant justement de voir comment nous on évolue et comment justement on agit face à ces défis-là aussi. Parce que c'est des défis pour les femmes, mais on peut aussi nous agir à notre échelle pour aider justement à ce niveau-là. Et même, je tiens à dire aussi les jeunes, hein, finalement. Beaucoup, justement, moi je me rappelle de mes années au collège, en primaire, etc. C'est vrai que on avait tendance beaucoup à se moquer ou justement à pointer du doigt un peu les femmes et tout. Enfin, c'est vrai qu'on se moque beaucoup quand on est enfant. Et il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là aussi. Auprès des jeunes, justement, peut-être les éveiller un peu, leur dire que bah, faut pas trop, justement, pointer du doigt les différences, faut plus les accepter, que ce soit les femmes ou autres. Justement, moi je me pose la question si par rapport aux jeunes qui sont au collège ou même au lycée, ça peut arriver. Et, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour un peu éveiller les consciences à ce niveau-là, pour justement faire en sorte que les jeunes puissent se dire, bon ok, on va quand même éviter de se moquer des gens, on va faire mieux, on va essayer de faire mieux. Bien sûr, hein, donc il y a des actions dans les écoles au quotidien, hein, donc c'est école, collège et lycée, hein, donc c'est là où voilà, c'est la question du genre, hein, voilà. Mm. Il y a les questions LGBT aussi, hein, Oui. un garçon un peu efféminé, et il est tout de suite Mm. porté, enfin j'imagine, hein, Mm. c'était comme ça à mon époque. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. On a un premier ministre, on a un ancien premier ministre qui a pu l'évoquer Mhm. quand il était jeune, voilà. Donc il y a effectivement des actions de sensibilisation. Et puis aussi, c'est important de dire aux filles que c'est pas parce qu'elles sont filles qu'elles seront nulles en maths, hein, voilà. Donc ça, Mm. c'est aussi des préjugés qu'il faut vraiment combattre. Et ça, Mm. malheureusement, on est encore trop dans cette... voilà, les filles, elles sont pas bonnes en maths, elles sont pas bonnes en orientation, elles ne Mm. savent pas bien conduire, alors que tout démontre que les assurances, elles préfèrent assurer les filles que les garçons parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. Ouais, ça doit être assez complexe face à ça et face à ces choses que les gens peuvent dire parce que en fait c'est un peu dans les habitudes finalement. Moi je sais qu'il y a des gens assez âgés qui disent souvent ouais, cette blague de dire que les femmes au volant bon voilà elles sont pas très fortes et en fait j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme ça qui sont ancrés chez certaines personnes inconsciemment ou consciemment hein. Et justement c'est un peu dur justement de combattre ce genre de choses parce que c'est finalement des habitudes en Bien fait. sûr.
voilà, il faut qu'on contribue tous à ça. On est tous embarqués dans le même bateau, mais effectivement, hein, Mm. c'est ce qu'on appelle des préjugés, et donc ça s'appelle juger avant même de savoir. Et donc l'idée, c'est d'essayer de réfléchir un peu et prendre un peu de recul, même Mm. si voilà, voilà, c'est un peu parfois compliqué. Et je parlais d'évolution en rapport justement à l'égalité des chances. On a parlé surtout aussi de la région. Moi, je voulais savoir, en Auvergne-Rhône-Alpes, justement, il y a une évolution de l'égalité des chances aujourd'hui. Est-ce qu'on le perçoit? Alors, c'est pas toujours facile à évaluer, hein, voilà. Mais malgré tout, donc avec toutes les actions qu'on met en place, voilà, on est tous mobilisés pour faire en sorte que aujourd'hui, on a des discriminations positives aussi. On fait en sorte que, par exemple, les jeunes qui sont issus de quartiers, politique de la ville, quartiers un peu défavorisés, puissent avoir accès à des grandes écoles, hein. Donc, vous le savez, il y a des préparations spécifiques, hein, qui sont mises en place. Il y a des établissements prestigieux comme Sciences Po Paris qui s'ouvrent à des personnes qui sont dans des quartiers défavorisés. Et puis, les modalités d'accès à ces grandes écoles sont en train de changer également, notamment les entretiens de culture générale qui étaient il y a 30 ans la norme, ou il y a 20 ans, avec des références très, très parisiennes, très intellectuelles, sont maintenant moins les règles de recrutement. Et donc ça, il faut jamais s'interdire, rien s'interdire. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. On peut être issu de personnes, on peut être issu de quartiers populaires et issu de milieux modestes, et puis vraiment bien réussir Mhm. dans la République française. On a cette possibilité. Et, moi, je voulais dire aussi, par rapport, je fais une petite aparté, mais par rapport aux personnes qui peuvent regarder l'émission, enfin, c'est quand même une chance de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Et moi, je tiens à dire que si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter. Justement, c'est le moment ou jamais de pouvoir poser des questions en direct et d'avoir des réponses justement sur les différentes questions qu'on peut se poser. Moi, il y a un truc que j'ai en tête, c'est de me dire que vous, comment vous êtes devenu en fait commissaire à la lutte contre la pauvreté? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a un peu impacté et qui vous a justement vous fait dire bon bah ok non je veux lutter contre ce genre de choses. Écoutez, bon, j'ai toujours eu une appétence pour les sujets sociaux, hein. Mm. Donc voilà, et donc à 24 ans, j'ai eu la chance de réussir un concours qui m'a permis d'intégrer ces ministères sociaux. Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets. Les ministères sociaux, on s'occupe des personnes, en fait, hein. Je ne suis pas assistante sociale, hein, c'est vrai, mais dans les ministères sociaux, on s'occupe des personnes du début de la vie, hein, de la petite enfance, je dirais, jusqu'à la fin de la vie, en passant par la case travail, emploi. Et puis aujourd'hui, les ministères sociaux, ce sont eux qui portent les sujets de fin de vie, d'euthanasie. Donc, vous voyez, donc on va vraiment. Et donc, j'ai travaillé sur tous ces sujets de santé, les liens avec les hôpitaux, les personnes âgées, personnes handicapées, et puis depuis quelques années maintenant sur les sujets des questions sociales, avec mon goût pour les autres, et faire en sorte que finalement les personnes les plus défavorisées puissent être bien pris en charge, parce que de mon point de vue, une société, elle, euh, elle est Mhm. plus forte si on s'occupe des plus fragiles. Voilà. Mhm. Et notamment sur ça, par rapport aux personnes fragiles, les personnes qui ont besoin d'aide, que ce soit au niveau santé mentale ou même au niveau de leur vie active, hein, que ce soit sur de l'emploi, de la formation, sur le logement et autres. Évidemment, il y a les missions locales qui existent et qui sont présentes partout en France et en Outre-mer. Et justement, moi, je voulais savoir, vous, pour un jeune, imaginons, qui a peut-être ce préjugé des missions locales, peut-être qu'il se dit, bon, c'est pas pour moi, j'ai pas envie justement d'y aller, etc. Est-ce que vous auriez peut-être un message ou quelque chose qui pourrait pousser ces gens-là à se dire, bon, ok, je peux peut-être être aidé à ce niveau-là sur justement différentes parties, hein, que ce soit, comme je l'ai cité, le logement ou autre. Est-ce que vous auriez peut-être un message ou quelque chose à faire passer, à dire aux jeunes qui hésitent un peu, qui sont un peu réticents?
C'est vrai que les jeunes qui sont en difficulté, ils ont pu avoir des échecs au niveau du collège, du lycée, avoir une espèce de réticence à aller voir parce que ça s'est pas très bien passé avec le prof de maths ou le prof d'anglais, avec le directeur. Donc moi, vraiment, le message que j'ai apporté, c'est il faut jamais rester seul. Il y a les missions locales qui existent, les centres sociaux, il y a la service social de secteur dans les mairies, il y a toujours des assistants sociaux qui peuvent être. Donc ne restez surtout jamais seul. Et également, vous avez des copains, des copines qui peuvent aussi vous témoigner hein, de contacts qu'ils ont pu avoir. Et donc, écoutez vos relations qui peuvent vous dire si, vas-y, parce que ça marche. Et voilà. En tout cas, vous en sortirez jamais si vous restez tout seul. Donc, vraiment, le message que moi, je souhaite porter, c'est vrai que dans une vie de jeune, mais c'est vrai, par exemple, dans une vie professionnelle, moi, c'est ce que des fois, on m'a aussi conseillé ça quand j'arrivais sur un emploi. Si j'étais en difficulté, surtout ne jamais rester seul, en faire part aux supérieurs, aux amis, aux collègues, et puis voir un peu comment, parce qu'on est plus intelligent quand on est avec d'autres. Mhm. Et justement, ça peut être une difficulté, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être atteintes de timidité ou avoir du mal justement un peu à s'ouvrir aux autres. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe, hein. Souvent, on a tendance à voir que, par exemple en école, quand on est plus petit au collège, en primaire, on a tendance à pointer du doigt les gens qui sont un peu différents, surtout à ce niveau-là. Quand ils sont timides ou quand on voit qu'il y a quelqu'un qui parle pas beaucoup, bah, tout de suite on va mettre un peu le doigt dessus, justement. Et c'est vrai que quand on grandit et quand les jeunes peuvent venir à la mission locale, justement, à partir de 16 ans, justement, l'idée c'est de se dire que bon, bah, on peut quand même les aider à ce niveau-là, même à travers de leur timidité et autres, parce que ça reste aussi quelque part, ça joue un rôle dans l'égalité des chances, justement aussi. Bien sûr. Et puis la nature humaine, elle est bienveillante, hein. Mm. Et je dirais que toutes les personnes qui travaillent dans ces structures sociales, si elles sont là, c'est pas par hasard, c'est par le goût des autres qu'elles sont là, hein. Donc voilà. Donc sachez-le, les personnes qui vous recevront, ils ont d'abord été formés, ce sont des professionnels, et en plus ils ont un goût pour aider les autres, hein. Donc voilà. Donc soyez en confiance, n'ayez pas peur, hein, voilà. Et surtout ne restez pas seul, parce que j'ai envie de dire quand même que les jeunes, vous êtes vraiment l'avenir de la nation. Donc c'est extrêmement important que moi, quand j'entends dire, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas cette chance, mais quand j'entends dire que la jeunesse dans ce pays, elle va pas très très bien, ça me désole tellement que voilà. Donc il faut tout faire pour que vous vous sentiez bien. Voilà, il y a des exigences, hein, parce que on peut pas non plus, Ouais. on peut pas tous être donc pour gagner sa vie, ben, il faut effectivement travailler, enfin voilà, et puis à faire des efforts, mais on est dans un pays où on peut quand même bien arriver si on se prend en main et si, en tout cas, on est très aidé, voilà. Ouais, effectivement. Et aussi, on a la chance, en termes des qualités on a la chance d'avoir, dans les qualités des chances, notamment, ce pouvoir de justement être avec d'autres au travers des missions locales, au travers d'autres structures aussi, pour pouvoir un peu s'échapper de justement un peu ces choses-là, que ce soit la timidité ou notamment des choses qui nous ont suivis durant notre enfance, quand par exemple certaines personnes se sont fait harceler ou autres en école, ça peut les aider à dépasser un peu tout ça et justement se dire bon bah ok, je vais pouvoir avancer et être aidé, que ce soit par d'autres jeunes ou même justement par des conseillers ou autres personnes en fait. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a les deux points de vue quand on arrive dans ce genre de structure. Et c'est vrai qu'à l'école, moi, je pense que si on coche toutes les cases, bah, tout va bien. Mais si on ne les coche pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est peut-être là où il faut aussi que notre système d'éducation puisse essayer d'évoluer. C'est pas forcément facile, hein. Je crois qu'ils Ouais. sont en train de réfléchir à ça. Mais sachez que la deuxième chance, elle existe. C'est pas parce que on n'a pas été un bon élève qu'on ne vaut rien. Ça, je crois que c'est très important de le dire. Et peut-être que le plus important, c'est de trouver ce qui plaît, hein. Voilà, trouver une passion à son travail, trouver le créneau dans lequel on se sent bien, hein, on se sent heureux, et à partir de là,
tout se décoince, tout se déverrouille, et je suis pas sûr que voilà. Donc on peut être on peut aussi, je crois que ça c'est important, on a aussi beaucoup, vous avez parlé des world skills, Oui. on a beaucoup dévalorisé le travail manuel, hein, et donc ça je crois que il faut vraiment, alors, maintenant on voit bien que la cuisine avec des émissions Top Chef ou la pâtisserie c'est devenu quand même des métiers presque d'excellence, hein, voilà, où il y a beaucoup d'implications, mais on peut être un plombier très heureux et on peut s'épanouir dans ce qu'on fait et en plus bien gagner sa vie. Oui. Hein, et voilà, et beaucoup mieux que dans un bureau, un travail tertiaire, peut-être que beaucoup moins intéressant. Et là, quand vous êtes plombier, vous rendez service aux gens. C'est même très, très précieux et vous pouvez gagner votre vie de manière très, très positive. Et puis je suis pas sûr que l'intelligence artificielle remplacera la plomberie. On est bien d'accord. Donc il y a encore du temps avant, justement. On arrive sur la fin de la séquence. Je sais pas si vous avez justement peut-être un dernier message à faire passer aux différents jeunes, aux différentes personnes qui peuvent regarder cette émission, que ce soit en direct ou lors de la rediffusion. Oui, bah écoutez, je souhaite vous faire part, hein, de tout l'engagement des pouvoirs publics, hein, au profit des jeunes. Et surtout, soyez, je l'ai déjà dit, hein, soyez confiants, ne restez pas seuls. Vous avez, vous, tout l'avenir devant vous. Et soyez, faites les choses qui vous plaisent, quoi, hein. Donc ça, c'est important. Et puis, sachez que vous êtes très entouré, et allez solliciter. Enfin, en tout cas, il y a plein de solutions qui existent, et n'hésitez pas à taper aux portes et les portes s'ouvriront. Merci beaucoup, c'est un super message. J'espère que ça aidera justement les différentes personnes qui auront pu regarder cette émission, que ce soit en direct ou en rediffusion. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci, c'était un plaisir, c'est une première pour moi, et donc je vous souhaite une très bonne journée. À vous aussi. Voilà. Et on passe tout de suite à la nouvelle séquence. Et on est de retour en direct, toujours pour le Festival Unique. Et on se retrouve avec une nouvelle personne, Lucas, bonjour. Eh ben bonjour. J'espère que tu vas bien déjà dans un premier temps. Bah écoute, ça va super, ravi d'être là. Lucas, tu travailles pour Côté Formation. Est-ce que, déjà dans un premier temps, tu pourrais te présenter et présenter ta mission au sein de Côté Formation? Bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Lucas Chasson, je suis community manager pour Côté Formation depuis maintenant 2 mois et demi. Mes missions sont diverses et variées. Donc du coup, il y a Côté Formation qui est le côté grand public, et il y a aussi Via Compétences qui est un côté plus professionnel et qui s'adresse aux professionnels de l'emploi, de l'orientation et de la formation. Je suis un peu déjà sur les 2 tableaux, donc les missions ne sont pas les mêmes puisque les cibles ne sont pas les mêmes. Mais du coup, pour Côté Formation, l'objectif déjà premier de Côté Formation, c'est d'être un centre ressources. Donc on a un site internet où il y a un accès, une entrée par profil. Où on peut, selon notre situation, donc si on est parent, si on est étudiant, lycéen, salarié en activité, en reconversion, création d'entreprise, etc., on a une entrée qui nous permet d'accéder à des ressources et notamment un moteur de recherche de formation. Tout au long en fait, de notre carrière et de nos projets professionnels. Et l'objectif, donc, c'est vraiment d'aller chercher et capitaliser sur ces cibles-là, leur dire qu'est-ce qui existe pour elles, donc selon la situation dans laquelle on est. Ça peut aussi être des jeunes en situation de décrochage scolaire, par exemple. Où aller trouver l'information, qu'est-ce qu'on va trouver. On va avoir une partie, donc, comme je disais, sur les formations, sur l'aide, le financement, les choses dont on peut bénéficier, les différents dispositifs. Donc l'objectif, c'est de faire la promotion de ça et de montrer qu'on est un acteur en fait, présent tout au long de nos parcours professionnels. Et justement, tu l'as dit, mais ça fait depuis 2 mois maintenant que tu es justement là-bas. Est-ce que tu pourrais peut-être me parler un peu de ton quotidien, ce que tu fais, est-ce qu'il y a eu justement notamment des projets sur lesquels là tu as pu travailler? Bien sûr. Alors, le quotidien, on va dire un petit peu classique du CM. Moi, quand j'arrive le matin, le premier truc que je fais, c'est un peu un petit tour de veille. Donc, ce qu'on appelle la veille, c'est en fait prendre en compte l'actu qui se passe. Alors, ça peut être sur des points de vue réglementaires, des points de vue gouvernementaux, etc., des choses qui sont mises en vigueur ou qui sont en train d'être créées, etc. Donc, toujours avoir un peu ce suivi de l'actualité. Ça va également être de la veille donc, sur les réseaux sociaux, voir un petit peu les trends, les choses comme ça qui peuvent se passer sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn, être à l'affût des formats
qui fonctionne le plus. Donc ça, c'est quand même une bonne partie. Je pense que c'est peut-être 10% de ma journée, 10-20% selon les jours et selon ce qui se passe. Et ensuite, sur les différents projets, du coup, donc ça va être réaliser des visuels, réaliser des vidéos. Là, récemment, on a été au Salon de la Césure qui s'est déroulé à Lyon, à la commune, où on a réalisé une vidéo avec des professionnels de l'orientation, de l'emploi, de la formation, qui parlent un petit peu des possibilités qu'il y a sur des années de césure. Et donc là, par exemple, hier, j'ai fini le montage de cette vidéo, le sous-titrage pour que ce soit accessible, etc. Et la diffusion va arriver donc d'ici la semaine prochaine. Pareil, on essaye toujours un petit peu d'identifier les meilleurs canaux, les meilleurs formats, les meilleures heures de diffusion, les meilleurs timings. Par exemple, sur des vacances scolaires, on va peut-être pas diffuser quelque chose qui s'adresse plutôt aux scolaires, c'est logique. Et sur les vacances d'été, on va éviter de s'adresser aux professionnels puisqu'ils ne sont pas là, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu ce travail-là tout le temps. Et du coup, c'est beaucoup de travail aussi sur des logiciels, notamment la fameuse suite Adobe. Donc Premiere Pro, Instagram, Illustrator, etc. Ouais. Et pour toi, c'est quoi lequel meilleur réseau social? Waouh. Vaste question. D'un point de vue pro ou d'un point de vue perso? Parce que ça change quand même pas mal. Point de vue perso. Point de vue perso, j'ai beaucoup accroché, comme je pense beaucoup, à TikTok. Parce que je trouve que c'est un très bon vecteur d'information. Alors même si les vidéos ont tendance à se rallonger, de base on était quand même sur un format court. Donc ça veut dire que si on voulait nous faire passer une information, on voulait faire ça en 30 secondes, grosso modo, ce qui est un peu moins le cas maintenant. Et puis beaucoup de contenu humoristique très adapté à notre génération. Donc ça me fait quand même pas mal marrer. D'un point de vue perso, ouais, je dirais TikTok ou Twitter, mais je trouve que ça a beaucoup perdu en qualité depuis quelques temps. Ouais, effectivement. Et d'un point de vue pro, selon toi, pour toucher un maximum de personnes, c'est quoi c'est quoi le meilleur vecteur, le meilleur réseau social? D'un point de vue pro, tout dépend de ta cible. Pour moi, c'est toujours le plus important, c'est de remettre la cible au cœur du projet. Pourquoi tu veux faire, par exemple, un visuel ou une vidéo, à qui tu veux l'adresser, pour quelle situation. Et ensuite, à partir de là, ça va découler. Généralement, si on veut toucher le plus de gens, on va plutôt être sur Instagram, Facebook, même si nous, on n'a plus Facebook par choix éditorial. Mais plutôt sur Instagram, c'est vraiment grand public, où tu sais que tu vas avoir des jeunes, tu vas avoir des personnes entre 20 et 30 ans, tu vas avoir aussi des parents de plus en plus, forcément, puisque ça évolue. Et si tu veux vraiment toucher pour le coup des professionnels en activité ou des personnes qui s'interrogent sur de la reconversion ou en recherche d'emploi, on est vraiment sur LinkedIn à fond. Et par rapport à ça, comme aujourd'hui on parle notamment d'inclusion, d'égalité des chances, vous, à côté formation, qu'est-ce que vous faites pour ces questions-là, notamment? Alors, du coup, c'est ce que je disais, c'est que c'est une approche qui est énormément basée par profil. Donc, c'est-à-dire que tu as des catégories un petit peu principales, comme je disais, collégiens, lycéens, étudiants, en activité, etc. Mais ensuite, tu as aussi des sous-catégories. Par exemple, je suis une femme étudiante. Donc, tu vas avoir certaines typologies, certains profils où tu vas pouvoir te renseigner, avoir plus de détails. Et surtout, c'est aussi l'objectif, c'est qu'on est grand public et on veut être accessible à toutes et tous. Donc, on a vraiment beaucoup de contenu pour des situations assez spécifiques et qui sont généralement un petit peu invisibilisées pour pouvoir toucher tout le monde et pouvoir répondre aux problématiques de tout le monde et à minima en tout cas rediriger vers des acteurs ou des actrices de ces problématiques-là. Et toi, à ton échelle justement, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà pu voir ou même être affecté par ces questions-là d'égalité des chances? Oui et non. En tout cas, d'un point de vue personnel, je suis favorisé pour certaines choses. Je suis un homme cis blanc. En vrai, ça aide beaucoup dans la vie. Mais je suis défavorisé sur d'autres choses. Je viens d'un milieu et d'une ville plutôt prolétaire. Je viens de Saint-Étienne. Exactement, Magic Fan, Green Angels. Donc, il y a évidemment des questions de bagage culturel, de bagage social qui rentrent en ligne de compte dans l'égalité des chances. Je vais pas prendre la place de Bourdieu. Hein, je pense qu'il l'a expliqué mieux que moi. Mais voilà, effectivement, plutôt défavorisé sur d'autres choses. J'ai eu accès à des dispositifs dans mon parcours professionnel, notamment le service civique, qui m'a permis de découvrir la communication. Et ça m'a plu et du coup j'ai pu intégrer l'université de l'engagement suite à mon service civique et ensuite rejoindre une école de communication où j'ai fait 5 ans d'études, s'il vous plaît. Okay. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu et ça a été la grande question du parcours. Mais du coup, en fait, j'ai pu bénéficier de ça, chose à laquelle je n'aurais jamais eu accès si j'avais pas fait de service civique, si j'avais pas rejoint l'université de l'engagement, j'aurais jamais pu faire une école de communication. Donc voilà. C'est quoi l'université de l'engagement? Alors l'université de l'engagement, c'est un dispositif qui existe pour les volontaires en service civique qui sont à la Ligue de l'enseignement, donc tout ce qui va être la FOL, l'UFOLEP, etc. Et qui, une fois que tu as fait ton service, enfin quand tu es en service civique, pardon, tu peux postuler, donc il y a 2 campagnes par an.
à l'université de l'engagement avec en fait des bribes un petit peu, en tout cas ton ébauche de projet pro. Ça peut être de la reprise de formation comme ça a été mon cas, ça peut être rechercher un emploi tout simplement, ou ça peut être également de la création d'entreprise. L'important c'est d'avoir quand même les bases un petit peu de ton projet professionnel. Tu les présentes à un jury qui t'accordera le statut de lauréat ou non. Et une fois que c'est fait, du coup tu as des aides. Ça va être par un système de parrainage ou de marrainage. Ça va être également par des aides financières, notamment avec des partenariats financiers avec certaines écoles qui te permettent du coup d'accéder à des formations. Et pour de la création d'entreprise, en fait, tu vas toujours avoir un contact avec des personnes concernées qui vont pouvoir t'accompagner déjà dans ton projet dans un premier temps. Et ensuite, financièrement, ça peut donner également accès à des aides. Ah ouais, non, mais c'est super utile en fait. Ouais, carrément. Pour plein de gens, ça peut grave les aider. Faut pas hésiter justement. Même moi, je connaissais pas de ouf. Alors pourtant, j'ai fait un service civique. Hein. Mais c'est vrai que je connaissais pas. Ok. Oui, c'est vraiment une solution. Pour le coup, là où j'étais pendant mon service civique, on était 4 volontaires et on était 3 à avoir postulé à l'université de l'engagement et les 3 avons eu accès à ça. Et du coup, ça nous a vraiment permis de ficeler un petit peu notre parcours professionnel. Et comme je te disais, c'est vraiment une chance que j'ai eue parce que si j'avais pas eu ça, je sais honnêtement pas où j'en serais aujourd'hui. Et ça dure combien de temps le passage à l'université l'engagement? Alors l'université de l'engagement, c'est en plusieurs temps. Tu as du coup les temps un petit peu avec le jury où tu as une présentation, je crois que c'est 30 minutes, quelque chose comme ça, où tu présentes en gros ton projet pro, on te questionne, on va un petit peu remettre en question aussi, puisque c'est l'objectif, hein, c'est de ne pas lancer des jeunes sur un parcours professionnel où c'est pas possible de le réaliser. Mais du coup, suite à ça, tu as les réponses, je crois, sous 2 semaines, quelque chose comme ça. Ensuite, tu prends contact avec ton parrain ou ta marraine, tu découvres un petit peu les possibilités qu'il y a selon le parcours que tu as choisi, donc création d'entreprise, formation ou reprise d'emploi ou je recherche un emploi. Et suite à ça, tu as du coup ton contact avec ton parent ou ta marraine, tu as cet accompagnement-là, et ensuite tu as du coup tout un système de parrainage qui va se mettre en place une fois que tu as intégré ton parcours, peu importe lequel tu choisis, où tu vas pouvoir par la suite parrainer des personnes. Et du coup, moi par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais bien réintégrer bientôt pour pouvoir parrainer, être là pour des personnes qui ont été à ma place plus tard. Donc j'attendais d'avoir mon premier vrai emploi, entre guillemets, puisque j'étais en alternance avant. Et maintenant que c'est le cas, ça va être le moment de se relancer là-dessus. Bah super, franchement, je souhaite que tu y arrives et que justement des jeunes puissent être aidés justement. Je pense que tu as quand même un beau parcours qui fait que tu pourras notamment aider, je pense, pas mal de monde parce que c'est quand même un parcours atypique, c'est vrai. Mais au final, tu as réussi à arriver jusqu'aujourd'hui là où tu voulais. Et justement, c'est un truc qui te plaît, c'est un métier passion, tu dirais aujourd'hui? Ouais, alors après, il y a beaucoup de problématiques liées au domaine de la communication ou des trucs, évidemment, je dirais pas que c'est le métier parfait, le métier idéal, mais moi, ce qui me motive dans la vie, c'est d'avoir un métier qui a un sens, déjà. C'est aussi pour ça que je travaille pour Côté Formation et pour Via Compétences, parce que je me lève le matin et j'ai l'impression de me sentir utile, et de me sentir utile pour des gens, surtout. C'est ça qui m'intéresse vraiment. J'ai déjà fait des métiers dans la communication où on est juste là pour vendre des choses, et franchement, c'est pas quelque chose qui me motive moi, en tout cas. Je comprends que ça puisse être le cas pour des gens, mais c'est pas mon cas. Et du coup, ouais, en fait, les différentes missions de la communication, tu as des missions très variées. Tu peux aller à droite à gauche, tu peux faire de l'événementiel, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des visuels, tu peux créer des nouveaux formats, inventer des nouvelles choses. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que je pense qu'il n'y a pas spécialement de règles dans la communication. Le tout, c'est juste de trouver la bonne cible, le bon moment et essayer de décliner ça, en fait, le faire le plus possible, le mieux possible, et de pouvoir accompagner du coup les publics cibles à ce moment-là. Et par rapport à cet accompagnement du public, comme on parle du festival unique, parce qu'on est en plein dedans, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui justement est important aujourd'hui, notamment ce festival? Pour moi, je dirais même que c'est plus qu'important, c'est essentiel. En fait, on est dans une période où on n'a jamais autant parlé d'inclusion, d'égalité des chances, d'inégalité sociale. Bon, on a eu des travaux il y a longtemps, mais on n'a visiblement pas avancé dessus. Mais en fait, il y a tellement de critères qui se jouent en permanence. Ce qu'on disait, notamment le bagage culturel, le bagage social, qui est un critère qui est vraiment déterminé à la naissance. Un petit peu comme le fait d'avoir une nationalité plutôt qu'une autre. En fait, tu choisis pas, tu arrives vraiment comme ça. Tu choisis pas ton genre, tu choisis pas les discriminations
discriminations que tu peux subir, etc. Donc c'est vraiment, il y a tellement d'enjeux qui se jouent tout le temps que en fait, même par exemple pour moi qui suis, comme je disais, un homme cis blanc, bah, il y a d'autres catégories qui rentrent en ligne de compte. Là où il y a des personnes qui vont naître dans des QPV, qui vont être discriminées en fonction de leur genre, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle. Et en fait, c'est essentiel. On n'en a jamais autant parlé que maintenant. Et pour autant, du coup, on prend aussi beaucoup plus conscience des problématiques. Donc, je dirais pas qu'il y en a plus qu'avant, puisqu'on est quand même dans une volonté d'inclusion, d'engagement, etc. à ce niveau-là. Mais on sait aussi que dans la réalité des choses, notamment les discriminations sur CV, pour ne parler que de ça dans un premier temps, c'est quelque chose qui est encore très présent. Et notamment l'anonymisation des CV, qui est une grosse question. Également, pourquoi on se baserait sur un CV, justement, plutôt que sur un échange avec la personne pour constater le savoir-être, les savoir-faire de la personne, plutôt que juste recevoir un bout de papier et le jeter à la poubelle en 15 minutes. C'est vraiment énormément de questions qui sont posées. Pour moi, justement, le festival unique, mais aussi les actions en fait, que réalisent les missions locales, Cap Emploi, France Travail au quotidien sur le territoire sont vraiment des choses où les conseillères et conseillers promeuvent en permanence des nouveaux moyens de recruter, des nouveaux moyens de former, etc. C'est vraiment un travail de longue haleine, mais bien sûr qu'il faut des événements phares, des choses auxquelles les gens peuvent se raccrocher, avec des personnes qui ont des parcours inspirants, avec des personnes qui peuvent parler de leur situation, qui peuvent parler des discriminations qu'ils ont vécues. Pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir ce type d'initiative, en tout cas au niveau national, même si c'est déjà présent au niveau local. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a matière justement à aider de plus en plus à faire ce genre d'événements, notamment, que ce soit le festival unique ou même à travers d'autres choses, hein, même au travers de, je sais pas, de certains posts avec Côté Formation notamment, vos vidéos. Je sais que ça peut aider quand même pas mal de monde. Il y a notamment eu avant justement des vidéos interviews de certaines personnes pour montrer que le parcours, voilà, c'est pas toujours quelque chose de facile d'être dans la vie active. Il y a des gens qui sont passés par plein de chemins et que même en partant de quelque chose d'assez complexe, on peut arriver à quelque chose où on est satisfait, où on se plaît dedans, notamment. Moi, je reviens sur une petite question, c'est un peu bateau, mais par rapport au CV, toi, sur ton CV, t'as mis ta photo ou pas? Moi personnellement je l'ai mis parce que c'est une des seules photos que j'aimais bien de moi. Donc je me suis dit quitte à bien en aimer une, autant l'utiliser. Mais c'est vrai que pour le coup c'est une question aussi que je me suis posée parce que comme tu peux le constater j'ai pas un look très typique. Je pense que si je vais dans une banque je vais me faire un peu recaler. Donc c'est vraiment une question que je me suis posée et en fait je suis même totalement pour la suppression de la photo sur le CV parce que je vois pas pourquoi on jugerait sur des critères physiques aussi arbitraires que ça, parce que c'est très objectif ce que tu vas ressentir en voyant la photo d'une personne et c'est aussi à quel niveau de déconstruction tu vas être sur des préjugés que tu peux avoir toi de tes propres expériences. Donc je suis totalement pour, et même pour l'anonymisation en fait globale d'un CV, tu devrais pas avoir à postuler avec ton nom, ton prénom, déjà qu'il y a d'autres indicateurs sociaux qui peuvent être discriminants, par exemple ton lycée, ta ville de naissance, la zone géographique sur laquelle tu es, c'est déjà très complexe, donc si en plus on rajoute la photo, le nom de famille, enfin c'est quand même, ouais, je trouve ça très compliqué et je pense que c'est, si on veut recruter autrement, si on veut recruter mieux et vraiment favoriser l'égalité des chances, il faudrait carrément abolir ces principes de CV, de photos. Ouais. C'est vrai que, et par rapport à ça, notamment, je cite un exemple, mais par rapport à la ville, moi je connais des amis à moi qui justement ont postulé à des endroits et ont été pris notamment parce que l'employeur a vu que bon il habite pas très loin, donc voilà, forcément je vais prendre lui parce que bon au moins je sais qu'il viendra, il sera pas en retard ou du moins ça ira quoi. Donc c'est vrai que par exemple ça peut faciliter certaines personnes plus que d'autres mettre la ville dans le CV parce que franchement c'est pas une question de donner l'info pour que l'employeur il sache où t'habites. Enfin, de toute façon il a ton contact téléphone et ton mail, donc ça sert pas trop, ne serait-ce que pour qu'il sache justement si t'es loin ou pas en fait. C'est juste ça. C'est vrai que justement dans certaines typologies de postes, notamment des postes où tu es 100% présentiel parce que tu n'as pas le choix, c'est les missions qui t'y obligent, ça peut être intéressant effectivement de le préciser, tu as tout à fait raison, il ne faut pas être non plus faut pas être trop binaire sur ce type de problématique, mais c'est vrai que parfois moi je voyais plutôt ça d'un angle on va dire un peu socio-économique, mais où tu vois par exemple des personnes qui habitent en QPV qui ont des difficultés, si tu as Aulnay-sous-Bois en localisation plutôt que Paris 16, effectivement le regard va pas être le même de la part de l'employeur, qu'on le veuille ou non, mais c'est aussi nos propres biais, c'est ce qu'on disait, c'est ça qu'il faut déconstruire en tant que recruteur ou recruteuse. Et c'est un travail, encore une fois, de longue haleine. Je sais que les conseillères, conseillers, missions locales, France Travail le font au quotidien.
Oui, puis je pense qu'il y a une évolution aussi des CV, hein. Je pense qu'on prend des CV qui datent, je sais pas, d'il y a 20 ans, on prend ceux d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même certaines grosses différences, je pense. Oui, tout à fait. Il y a notamment un truc aussi que je me dis, et ça, ça rentre en compte maintenant dans le quotidien, mais l'intelligence artificielle aussi, ça peut plus ou moins aider, je pense, notamment pour l'égalité des chances quand tu as certaines personnes qui peut-être ont du mal sur certains points, certaines questions. Bah franchement, c'est un outil qui justement pousse un peu cette égalité encore plus loin, je trouve. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, une de nos thématiques aussi qu'on traite avec côté formation et via compétences, c'est l'illettrisme, qui est un domaine dont on entend beaucoup parler. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle l'électronisme et qui va toucher alors souvent des publics plus âgés ou justement des personnes déjà en situation d'illettrisme qui ont plus de mal à appréhender les outils numériques. Et justement, l'intelligence artificielle, c'est un formidable outil pour ces publics-là, puisque tu as quand même quelque chose qui peut te permettre d'aider à rédiger. Tu as l'impression d'avoir une conversation avec un être humain aussi. Donc, si tu sais, grosso modo, taper sur un ordinateur, si tu as déjà juste ces bases-là qui sont accessibles avec quelques petites formations, etc., ça peut te permettre justement de pouvoir rédiger un CV, une lettre de motivation, etc. Mais par contre, l'autre côté de la balance, c'est que du coup, tu as tout un développement de l'IA qui est remis en question, et notamment à des postes, si tu traînes un peu sur LinkedIn, sur des problématiques RH employeurs, où en fait, tu as des ressources humaines qui n'acceptent pas les candidatures à base d'intelligence artificielle. Ils passent ça dans un détecteur, un logiciel, hein, tout simplement, qui scanne et qui donne un pourcentage de probabilité que ce soit réalisé avec de l'IA. Et justement, dans ces situations-là, je trouve ça un peu contre-productif, puisque justement, tu réduis cette égalité des chances-là. Si la personne l'a réalisé avec de l'IA, parfois ça peut être par flemme. J'avoue, ça a été mon cas, je plaide coupable. Il y a des lettres de motivation que j'ai fait avec de l'IA, parce que en fait, la lettre de motivation, je trouve ça un peu surcoté, pour être Ouais. honnête. Mais c'est vrai que si tu refuses un CV parce qu'il a été réalisé avec de l'IA, en fait, tu connais pas les freins de la personne qui est en face, enfin en face, même pas, mais qui a derrière le CV. Et du coup, bah, tu fermes une porte avant même un entretien, un recrutement où la personne peut te détailler justement ces problématiques-là, ces freins-là. Et en fait, tu te bloques potentiellement une candidature d'une personne qui va parfaitement convenir au poste parce que ça a été réalisé avec de l'IA. C'est quand même un privilège qu'on se donne à ce niveau-là, quoi. Ouais. On a une question dans le chat. Est-ce qu'on peut expliquer la différence entre égalité et équité? Alors, je sais pas si vous voyez, il y avait une image qui avait pas mal tourné sur, Ouais, je l'ai déjà en tête. sur Twitter, où tu as des personnes qui essaient de regarder à travers, au-dessus d'une barrière, un match de foot, où tu as une personne grande, une personne moyenne et une personne de petite taille, et où tu as trois boîtes, et où à la place, sur égalité, c'est marqué, donc chaque personne a une boîte et voit pas, du coup, forcément, parce que la personne de petite taille ne voit pas, elle est cachée. La personne de moyenne taille voit à moitié, donc ça doit pas être très pratique de voir que les visages des joueurs sur un terrain de foot. Et équité, du coup, c'est rétabli équitablement, c'est dans le mot, où du coup, il y a la personne de petite taille qui a deux boîtes, la personne de moyenne taille qui a une boîte et l'autre personne qui n'a pas de boîte et qui peut regarder normalement. Effectivement, on dit beaucoup égalité. On devrait plutôt dire équité, puisque en fait, c'est ce qu'on disait, hein, selon les conditions sociales au global et les différents critères de discrimination que tu peux avoir, tu auras besoin plus ou moins d'un coup de pouce de manière générale. Donc effectivement, pour moi, c'est plutôt l'équité qu'on devrait promouvoir, mais l'égalité des chances, c'est vraiment un concept aussi sociologique connu, et on parle d'égalité des chances. L'objectif, justement, c'est d'arriver à une égalité. Mais pour arriver à une égalité, il faut passer par l'équité dans un premier temps. Et ensuite, une fois qu'on aura vraiment mis en place des choses sur l'équité au sein de notre société, en fait, tout simplement, bah, l'égalité prendra le dessus assez naturellement. Non, mais ça, c'est hyper bien parce que justement, on est un peu obligé de passer par ça à un moment donné. C'est vrai que, je sais pas, c'est un exemple tout bête, mais cette image, elle est parlante parce que bah, c'est vrai, mais tu as des gens qui vont partir euh, de quelque chose qui sera moins avantageux que d'autres. Et notamment, bah, faut les aider à être au même niveau que ces gens qui ont peut-être un peu plus de chance dans la vie. Notamment, c'est aussi pour ça que le CV, bah, on se pose la question de s'il faut supprimer bah, la photo, s'il faut justement enlever peut-être le nom, le prénom et tout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le remarque, mais dans certaines entreprises, oui, il y a des préjugés, et notamment au travers des prénoms, des noms, des photos. Et on le citera jamais assez, mais bon, ce qui se passe aussi au niveau national récemment, il y a des choses très graves justement par rapport à ça. Et je pense qu'il faut encore plus pousser cette équité pour que justement ces choses-là n'arrivent plus en fait.
Bien sûr, et même pour revenir un petit peu sur ce truc équité, égalité, il y avait, j'avais travaillé dessus au moment des grandes entre guillemets réformes d'Emmanuel Macron sur l'égalité femmes-hommes, où on nous disait que c'était pas juste de mettre un quota en place au sein des entreprises et de mettre un quota de femmes notamment. C'était pas juste puisque ce n'était pas égal, mais que c'était favoriser les femmes. Ouais. Et je crois que le chat me corrigera hein, si je dis une bêtise, mais je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait si on veut des femmes, on n'en trouve pas, mais à partir du moment où on les impose, on les trouve. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut passer par ce genre de biais qui peuvent paraître arbitraires et de pourquoi on favoriserait une personne vis-à-vis de son genre, de sa couleur de peau, etc. Par rapport à une autre. Mais en fait, en passant par là, on va démocratiser cet usage-là et à compétences égales. Et bah, du coup, la question se posera vraiment sur des détails, par exemple de savoir-être, de savoir-faire, peut-être une maîtrise d'un logiciel en plus, mais quand on sera à l'égalité. Là, pour l'instant, à compétences égales, pourquoi on ne prendrait pas une personne ou un public qui est discriminé ? Et même, ça s'inscrit dans une logique encore plus globale, mais par exemple sur les postes à responsabilité, où tu as des secteurs où les femmes sont surreprésentées, notamment le médico-social, où c'est vraiment, je crois que c'est 60 ou 70% des effectifs. Peut-être 66, il me semble, un truc comme ça, où c'est vraiment colossal, mais en fait, plus tu montes en responsabilité, moins t'as de femmes. Donc ça pose aussi la question de est-ce que les portes qui sont ouvertes sont les mêmes de base ? On sait que non, et c'est pour ça qu'on est là pour le festival unique. Mais du coup, comment remédier à ça ? Bah, effectivement, ça passe par des quotas, ça passe par des nouvelles législations, ça passe par un travail en fait, quotidien de lutte contre les discriminations, les préjugés, et pourquoi une femme ne pourrait pas diriger de la même manière qu'un homme. Enfin, c'est aberrant de partir de ce postulat-là. Ouais. Puis je prends un exemple tout bête, hein, mais par exemple la présidence, bah, je pense que c'est hyper complexe pour une femme, parce que on sait très bien qu'elle aura moins de votes déjà qu'un homme, parce que c'est une femme. Enfin, il y a ce truc-là où tu pars du postulat que ouais, forcément tu pars avec une lenteur, un truc qui va te ralentir plus qu'un homme. Et même, j'irais même encore plus loin, même quand c'est un homme qui est concerné, par exemple pour Emmanuel Macron, les attaques qui étaient faites ad hominem pour lui, c'était des choses sur justement sa femme, sur la supposée transidentité de sa femme. En fait, on était sur vraiment une réaction hyper alors misogyne dans un premier temps et aussi LGBTQI-phobe, alors que en fait, le candidat que tu détestes, c'est Emmanuel Macron, ou le candidat pour lequel tu ne veux pas voter, contre lequel tu fais campagne, enfin peu importe, mais c'est l'homme en question, et même dans cette situation-là où tu t'opposes à un homme et où tu veux pas voter pour un homme et où tu vas tout faire pour que les gens ne votent pas pour un homme, tu vas t'en prendre à la femme de cette personne-là. C'est quand même et qui n'avait pas un rôle politique en plus à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est à la limite s'il y a un rôle politique et que tu l'attaques sur le fond de la politique, pourquoi pas. Si c'est vraiment une attaque purement ad hominem sur des biais de misogynie, de transphobie, etc. Ça pose vraiment question. Pourquoi tu irais faire ça ? Et moi, il y a un truc récent que j'ai vu passer aussi sur les réseaux par rapport, je pense que certains vont... Ah, attends, je crois qu'on a une question dans le chat. Mais du coup, pensez-vous qu'on devrait continuer de parler comme ça ou alors on devrait parler à la féminine universelle pour établir une égalité ? Pour le coup, la féminine universelle, c'est une solution que j'avais vue. Je me rappelle plus du nom de la personne qui avait proposé ça. J'avais vu et trouvé ça très intéressant d'un point de vue. De toute façon, une langue est faite pour évoluer. Hein. C'est comme remettre en cause l'écriture inclusive. Quand c'est pas pour des questions d'accessibilité, je comprends pas spécialement pourquoi ça gêne qu'on dise professionnel avec un E et professionnel sans E. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent se poser et qui doivent faire partie, en tout cas pour moi, des évolutions de la langue. Et pour la féminine universelle, je saurais pas dire, je suis pas assez qualifié sur le sujet. Déjà, le masculin universel, moi je trouve ça un peu ridicule. Pourquoi dans une manifestation où tu as 10 000 personnes et où tu as 9 999 femmes et un homme, tu dirais les manifestants et pas les manifestantes. Moi je pense que ça passe plutôt par des biais là. Par exemple, si effectivement on parlait du secteur médico-social, pourquoi on dirait les soignantes plutôt, enfin on dirait pas les soignantes plutôt que les soignants, puisque en fait majoritairement c'est les soignantes. Pour moi ça passe aussi par ces biais là et effectivement un petit peu se réapproprier ça à ce moment-là. Oui, en fait, on est quand même dans un monde qui évolue, alors je vois pas pourquoi la langue, elle devrait pas évoluer aussi avec nous. Je prends cet exemple-là, mais c'est vrai que dans certaines langues, il n'y a pas ce truc de masculin ou féminin. Par exemple, je sais que en anglais, on dit quand même they, them, donc ça peut quand même aider. En France, on n'a pas trop ça, c'est hyper dur, et quand on va dire, je sais pas, Yel ou autre, il y a des gens qui vont directement s'offusquer, alors qu'en vrai... Ça n'existe pas.
Ouais, c'est ça, alors qu'en fait, tu leur sors le truc de bah ouais, mais dans d'autres langues, c'est comme ça. Bah pourquoi nous, ça pourrait pas être comme ça aussi en fait? Bien sûr, et surtout, comme tu dis, une langue est faite pour évoluer. Tous les ans, on introduit entre 100 et 500 mots dans le dictionnaire. Il n'y a aucune raison pour que des pronoms ne puissent pas être ajoutés, et d'autant plus quand on n'a pas de forme neutre au français, en français, pardon. Mais c'est aussi des questions, pour le coup, plutôt linguistiques, mais de pourquoi tu dis une table et pas un table, ou pourquoi tu dirais pas l'objet table, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est juste des évolutions linguistiques, et de toute façon, ça arrivera, qu'on le veuille ou non. La langue évolue tout le temps, il y a des nouvelles expressions qui s'ajoutent tout le temps. C'est juste une question d'habitude, et les gens sont choqués et prennent un petit peu ce côté conservateur de non, on touche pas à la langue, alors que factuellement, on parle pas en vieux français d'il y a 500 ans. Et heureusement, parce que, parce que les Y et les O de partout, on n'en peut plus. Mais du coup, forcément, ça évolue et ça évoluera. Ouais. Ouais, en fait, les gens ont peur peut-être du changement aussi. Il y a ce truc-là qui est que depuis toujours, on a peur du changement, hein, même à titre personnel. Je pense qu'il y a des fois où ça peut faire peur certains trucs. Donc peut-être qu'il y en a qui s'offusquent par rapport à ça parce que c'est un trop gros changement pour eux. Alors qu'en vrai, ça changera rien à votre vie, qu'on dise Yel ou autre, hein. Enfin, je veux dire, ouais, ok, on va écrire d'une nouvelle manière. Mais je sais pas, c'est comme, il y a personne qui s'est offusqué pour le mot oignon, hein. Je veux dire, ouais, on a enlevé le i, bon et alors? Oui, tout à fait. Et puis oui, c'est des pratiques linguistiques qui évoluent en permanence, quoi. Ouais. Pourquoi on se poserait la question simplement? Et d'ailleurs, avant la question qu'il y avait dans le chat, j'avais un truc en tête, parce que c'était un bel exemple de justement ce truc d'égalité homme-femme, de voir, on vise plus les femmes, et notamment sur les réseaux sociaux. Il y a récemment, notamment avec le youtubeur Michou, il s'était passé un truc avec son ex Elsa, justement parce qu'il y a eu apparemment un rapprochement entre elle et Florent Manodou, voilà exactement. Et ce que j'ai trouvé trop bizarre, c'est que genre, ils ont surtout attaqué du coup Elsa. Quand ça arrivait, quand les gens ils ont su qu'il y avait ça, etc., ils ont vraiment attaqué Elsa. Quand je voyais les gens parler de Florent Manodou, ils étaient en mode ah ouais, lui, bien joué à lui, machin et tout. Alors que pour Elsa, c'était plein de Oui. termes horribles. De noms d'oiseaux misogynes. Ouais, et plus récemment encore, là, ça date d'il y a vraiment quelques jours, Ouais. il y a une vidéo qui a tourné justement de Michou avec l'ex de Florent Manodou. Tout à fait. Et là, bizarrement, les gens disent à Michou, ouais, ce mec il est trop fort et tout, bien joué à lui, machin. Alors que pourtant, Ouais. quand on parlait d'Elsa, c'était pas la même chose. Bien joué, t'as gagné au change. Non, Ouais. pour le coup, c'est terrible. Et c'est là où justement tu vois en fait tous les biais de misogynie qui existent dans la société. Par exemple, dans le cadre d'Elsa qui danse avec Florent Manodou, alors effectivement, il y a eu des rapprochements physiques, mais de par le métier déjà, parce que les majeures parties des images, soi-disant, il y a eu des photos en vacances à Saint-Tropez. Enfin, personnellement, je suis pas très investi dans la vie amoureuse de Michou, donc j'avoue que je peux pas me prononcer plus que ça. Mais il y a eu énormément de moments de justement danse avec les stars qui ont été repris, alors que en fait, c'est son métier, c'est une danseuse professionnelle, et effectivement, selon la danse que tu danses, il va y avoir de la sensualité, il va y avoir une certaine intimité, etc. Enfin, c'est littéralement le principe de la danse, et heureusement, parce que sinon, on ne danserait plus depuis des années. Et en fait, elle a été hyper attaquée, là où, comme tu dis, Florent Manodou a été vraiment hyper épargné, et bien joué, t'es un champion, machin et tout, mais ça, c'est les biais de misogynie, comme les débats sur le body count qui arrivent tous les 4 matins là sur Twitter. C'est des biais atroces, et comme tu dis, voilà, là, Michou qui se rapproche, soi-disant, on n'en sait rien, en vrai, factuellement, ils se sont peut-être croisés en soirée, ils ont dansé 5 minutes, et voilà, avec l'ex de Florent Manodou, pareil, champion, machin et tout, et limite, moi, j'ai vu des tweets insultants envers son ex-compagne, je crois que c'est son ex-compagne, et j'ai plus son prénom et son nom, je m'en excuse. En fait, c'est juste tous les biais de misogynie qu'on peut retrouver dans la société, et qui passent par des micro-trucs, mais qui créent ce climat de, en fait, si tu trompes ton mec, on va pas faire les insultes, mais voilà. Alors que si tu trompes ta meuf, c'est normal, t'es un mec, t'as besoin d'aller voir ailleurs, t'es un champion, machin et tout, quoi. Donc c'est vraiment, c'est juste ridicule. Et du coup, ça se décline aussi de manière hyper sexiste au travail, en fait, sur les environnements de travail, où dès qu'il y a une personne pas compétente, quand c'est un mec, il est pas remis en question, on dit juste, il est là parce que ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, et voilà, on l'a fait évoluer. Alors que si c'est une femme, c'est obligatoirement quelqu'un qui a couché avec le directeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours des biais qui se retrouvent de partout, et ça contribue juste à avoir un environnement pas safe pour les personnes qui s'insèrent dans le milieu du travail, et c'est aussi ça qu'on veut faire évoluer, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on a cette approche déjà dans un premier temps sur l'emploi, la formation, qui est déjà hyper discriminante, mais ensuite, ça l'est d'autant plus parce que la société l'est et l'encourage au quotidien sur des actions banales qui n'ont rien à voir avec l'emploi ou la formation. Ouais, je pense que, alors déjà on nous a dit dans le chat, c'est Lola Duménil, l'ex de Manodou. Et on nous dit aussi ça a été rétabli, il a suivi la stratégie de Julien Song, il a fait l'échange de dames. Je
pas capté, mais ok. Ok, si, c'est une J'ai pas la référence à ref. un TikToker échec Ah qui fait ouais? l'échange de dames. Ah ok. J'avais vu passer cette théorie, je pense pas qu'elle soit valable, mais j'entends. Apparemment, il y a une question, mais je la vois pas dans le chat. C'est quoi la question? Bah ouais, du coup, parce que je l'ai pas dans le chat là. Est-ce que Lucas avait une idée de tous les dispositifs qui existaient pour aider les jeunes avant de commencer à côté formation? Ok. Pour le coup, quelques-uns. Ce que je disais, moi, de parce que j'ai pu bénéficier, j'avoue que j'ai quand même vraiment pu connaître du coup, le service civique, les missions de volontariat, d'engagement citoyen, etc. Mais en fait, il y en a énormément, pour être tout à fait honnête, qui existent avec différents acteurs, différentes actrices, et je connaissais pas du tout ça. C'est vrai que j'ai vraiment eu connaissance en arrivant à côté formation de tout ce qui existait, puisqu'on est un centre ressources, donc c'est aussi notre objectif. Ouais. Mais j'ai vraiment eu connaissance de ça à ce moment-là, où vraiment je me suis questionné en me disant mais qu'est-ce que j'ai raté jusque-là. Et du coup, en allant un peu fouiller les profils, la question portait sur les jeunes, mais effectivement, il y a énormément de choses pour les différents profils qu'on a énumérés en début d'intervention. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas assez parler. Et en fait, le slogan qu'on a un peu, c'est vous avez telle difficulté, on a une solution. C'est réel. Il y a énormément de dispositifs qui existent, et surtout beaucoup de dispositifs modulables aussi selon les difficultés que tu as, où tu vas pouvoir t'insérer dans un ou dans un autre, etc. C'est assez fou. Et du coup, merci à Roman pour la question, notamment. Je le vois déjà, le futur présentateur super pro. Bon bah voilà, le futur présentateur super pro. Merci Roman, déjà de passer et de poser des questions dans le chat, c'est super cool. On espère que tes petites vacances elles se sont bien passées d'ailleurs, hein, voilà. Ouais. J'ai vu notamment sur LinkedIn que tu recherches une nouvelle entreprise pour bosser en communication. Donc on espère que tu arriveras à trouver justement. Nous on te souhaite le meilleur justement. Et on peut le voir d'ailleurs sur l'affiche Ouais. là-bas. Il est un peu partout. Ouais, très, très grosse présence, Roman. Ah ouais. Ah, ce mec, franchement. En tout cas, n'hésite pas voilà, à poser des questions si jamais. En tout cas, merci beaucoup. Il y avait un truc aussi que j'avais en tête, parce que j'ai cité Michou avec justement son ex, etc. Mais là encore plus récemment, avec le GP3, Oui. il y a des gens, je sais pas pourquoi c'est trop bizarre. Souvent sur YouTube maintenant, on voit un peu des têtes d'affiche en termes de femmes. Donc Magla, on voit qui d'autre, Elidia aussi, ça peut arriver. Parfois. Natou, ouais. Et là, bizarrement, pour le GP3, alors j'ai son nom de famille, c'est Elui, mais j'ai. Léa et lui. Ouais, ok. Et je sais pas pourquoi il y a plein de gens sur les réseaux qui étaient en mode ah, mais c'est qui elle? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, machin et tout. Juste parce que c'est une nouvelle femme en fait qui est présentée pour un truc hyper important, le GP3 machin et tout. Et juste parce qu'elle est pas trop connue ou que les gens la connaissent pas, direct, ah, mais c'est qui elle? Ah, j'aurais préféré telle personne ou telle personne. Ça, c'est encore une fois un biais hyper misogyne, et c'est aussi lié, pour le coup, il y a une grosse partie de responsabilité pour moi au sein du YouTube français de manière générale, notamment des gros créateurs et du coup pas grosses créatrices en l'occurrence, mais plutôt au niveau des gros créateurs où en fait on est vraiment sur un format depuis quelques années sur le fit and fun, donc c'est-à-dire faire une vidéo avec quelqu'un d'autre un peu sur le thème du divertissement autour d'une activité centrale, etc. Et je vais incriminer ni citer personne, mais c'est vrai que pour le coup sur les vidéos de gros créateurs, il y a en fait toujours les mêmes 3 noms qui reviennent si elles sont présentes, sinon il y a juste pas de meuf en fait basically. Du coup il y a toujours ces noms qui reviennent en boucle, etc. Et du coup dès qu'on va aller chercher une autre créatrice, parce que Léa Alu, je crois qu'elle est énormément suivie sur TikTok, je me rappelle pas de son nombre précis d'abonnés, mais je crois qu'il y a vraiment une énorme communauté, donc ça fait sens qu'elle participe à un gros événement comme le GP Explorer, même si c'est pas son domaine de base. Mais bon, après j'ai envie de te dire, hormis Villebrequin sur la première édition, je crois que c'était le domaine de base de personne, hein, la F4 si j'ai pas de bêtises, F3, F4 je sais plus. Mais du coup, effectivement, ça pose. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de participer et que quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'automobile aurait le droit d'y participer? Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est des campagnes qui sont menées. Ça n'a aucun sens. Et après, qu'on puisse remettre en cause le GP Explorer pour des problématiques environnementales, des problématiques économiques, etc. Ça, je l'entends totalement. Et moi, j'avoue que je suis vraiment plutôt fermé à cette idée-là. Mais pourquoi tirer attaquer une participante plus qu'un participant? Enfin, je veux dire, pourquoi il y aurait des personnes qui mériteraient d'être là parce que c'est des mecs et des meufs non? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Comme la polémique qu'il y avait eu sur le crash, je crois que c'était l'an passé. Et je me rappelle plus de la. Oui, c'était Maxime Biagui et l'autre personne. Qui ça? C'était Non, je crois que c'était Bagheera, ouais, peut-être Bagheera Jones, ouais.
Ouais, il y avait eu un truc comme ça. où il y avait eu un crash et où en fait Ils aucun sont des surtout deux n'était attaqués responsable. à Ouais, la meuf tout à fait. qu'au gars en fait. Tout à fait, en mode t'as ruiné la course de Maxime, machin et tout. Enfin, déjà, Ça, c'est une folie. Hein. c'est vraiment une folie. Et c'est juste cet environnement pour moi qui contribue globalement à ce Ouais. genre d'attaque en fait. Ouais. Mais là, on va arriver sur la fin de la séquence, mais je le dis quand même pour toutes les femmes en fait qui justement ont ces difficultés ou se sentent déjà préjugées avant d'arriver quelque part. Franchement, vous pouvez passer par des dispositifs, être aidé. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de venir à la mission locale ou même dans d'autres dispositifs, de regarder peut-être les vidéos aussi sur côté formation, Bien sûr. ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas. Là, on va arriver à la fin de la séquence. Donc si tu as peut-être un dernier message assez court à faire passer. Du coup, moi, le message que j'aimerais bien faire passer, c'est qu'en fait, il faut pas lâcher. Notamment, c'est un format, c'est des choses qu'on entend beaucoup sur le format du coup, dont tu parlais, avec des personnalités publiques qui ont eu des parcours un petit peu atypiques, etc. En fait, on sait qu'on le plus important pour moi, c'est de prendre conscience des difficultés que tu vas avoir et des freins que tu vas avoir par rapport à la société dans son ensemble. Donc, ce qu'on disait, ça peut être le genre, ça peut être la couleur de peau, l'orientation sexuelle, d'où tu viens, etc., ton milieu social. Faut juste vraiment en prendre conscience. Et à partir du moment où tu en prends conscience, tu peux en faire une force, bâtir un petit peu ta diversité là-dessus, mais bâtir ton identité là-dessus, etc. Et c'est très bien si tu le fais, mais il faut arrêter aussi avec ce mythe de il faut être absolument fort quand tu es différent, etc. C'est pas vrai. Tu as le droit de pas être fort, tu as le droit de pas vouloir faire de ta couleur de peau ton combat principal ou de ton genre ton combat principal. C'est une réalité, tu en fais ce que tu en veux, c'est à toi, ça t'appartient. Mais l'idée, c'est vraiment de pas lâcher, d'être présent, et en fait, en multipliant la présence, en multipliant les mains tendues les uns et les unes envers les autres, où on va pouvoir vraiment arriver à un idéal de société qui nous correspond et qui correspond à ce en vrai en quoi on croit, en quoi on a grandi nous, c'est-à-dire un idéal où on va pas te juger sur ta couleur de peau, ton genre, ton orientation, mais sur qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes compétences. Et pour moi, c'est vraiment l'idéal de société auquel j'aspire, et j'espère qu'on va y arriver toutes et tous ensemble. C'est un super message, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça t'a plu, cet exercice. Super, merci de m'avoir invité. Nous, on va tout de suite passer à notre nouvelle invitée, donc Émeline Chaléry, déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes chez NQT. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je quitte le plateau. Ouais. À plus. À plus. Ok, donc on est de retour en direct, donc comme j'avais dit plus tôt, avec notre nouvelle invitée, Emeline Chaléry, déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes chez NQT. Déjà bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous présenter NQT ? Oui, ça marche. Donc NQT, on est une association. Ça veut dire nos quartiers ont des talents. Et en fait, l'idée, c'est qu'on veut aider à l'insertion professionnelle pour un public spécifique. On est là pour aider des jeunes qui sont plutôt hauts diplômés, qui ont un bac +3, minimum validé, ça peut être plus, qui ont moins de 31 ans et qui sont plutôt issus d'un milieu modeste. Okay. Et on est là pour les aider à trouver un poste à hauteur de leurs compétences par du parrainage ou mentorat professionnel. On va les aider notamment sur la démarche réseau. Okay. Et ça marche comment ce parrainage? En fait, il y a des personnes justement qui ont des compétences diverses et qui accompagnent justement notamment au niveau des profils. Ouais. Okay. Tout à fait. En fait, nous, l'idée, les profils des mentors qui sont aux côtés d'NQT, notre association, c'est tous des pros qui sont en activité. Ils font partie d'entreprises ou de structures qui sont partenaires de l'association NQT. Ils vont donner un petit peu de leur temps, parce qu'en fait, ils ont des postes en général assez à responsabilité. Ils ont un minimum de 5 à 10 ans d'expérience professionnelle. Soit ils travaillent dans des grandes structures, des petites, des moyennes, ça c'est adaptable. Et l'idée, c'est qu'ils vont partager leur expérience professionnelle. Ils vont partager ce qu'ils ont pu rencontrer, les difficultés, les réussites, et ils vont aider leurs filleuls, donc c'est comme ça qu'on s'appelle quand on bénéficie de l'accompagnement, à prendre de la hauteur sur ces démarches de recherche. Et vraiment, ils vont partager leur regard sur la réalité du monde professionnel, leur métier d'aujourd'hui, l'évolution des métiers aussi demain. Donc en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est un accompagnement. Enfin, on propose de la démarche réseau avec une relation en fait qui est neutre mais professionnelle. Voilà. Et, vous parlez justement du fait que vous accompagnez notamment les personnes qui ont un bac +3 validé. Est-ce qu'il y a des actions que vous menez pour les jeunes qui ne sont pas forcément diplômés ou peu diplômés ?
Alors nous, ça ne va pas être notre cœur de métier premier. Par contre, ce qui se fait, en fait, c'est qu'on fonctionne en réseau. On est une association, mais on fait partie d'un réseau, notamment le collectif Mentorat. Et on bosse avec plein d'autres associations qui vont travailler justement pour d'autres types de publics. Moins diplômés, venant de quartier, venant de zones rurales, plutôt des jeunes filles, plutôt des... Enfin, voilà, en fait, et c'est vraiment ce fonctionnement en réseau qui peut être intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si ça peut être faisable, mais à l'issue, moi, je pourrais envoyer des liens, en fait, pour comment trouver peut-être la bonne structure, la bonne ressource, pour pas être tout seul en fait dans ces démarches de recherche, qu'on soit pour trouver un stage ou une alternance pour valider son bac plus, ou même avant en fait pour l'orientation. Parce que ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de pouvoir poser des questions à des pros déjà en activité, pour pouvoir aider en fait à se projeter. Et notamment, comme on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a combien de jeunes qui ont bénéficié de ces actions-là auprès de vous ? Alors l'année dernière, 929 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont pu être accompagnés par notre réseau de 400-420 mentors à peu près. Donc c'est hyper intéressant. Et là, actuellement, là, on a à peu près 400-450 jeunes qui sont suivis. En fait, on peut rentrer quand on veut dans le dispositif, sortir quand on veut aussi, enfin quand on a trouvé, en fait, chaussure à son pied, si je puis dire. Et c'est hyper souple par rapport à ça. La seule condition, c'est vraiment d'être proactif dans ces démarches de recherche, parce que c'est ni l'équipe NQT, ni le mentor qui va faire les démarches de candidature, etc. Par contre, on est en soutien, autant l'équipe que le mentor. Okay. Et comme c'est plutôt justement à la personne de faire les recherches elle-même, est-ce que justement les personnes qui sont accompagnées, elles peuvent quand même avoir des idées de où chercher? Est-ce que justement vous, dans vos structures, vous donnez aux différentes personnes peut-être des structures où elles peuvent aller, des contacts notamment? Oui, ça arrive. En fait, au-delà de l'accompagnement du mentorat, donc l'idée c'est que déjà le jeune va pouvoir échanger avec son mentor sur peut-être les opportunités au sein de sa structure. Donc déjà c'est un premier rapport intéressant. Et nous, on a beau être une association, on est aussi et surtout un réseau d'entreprises qui est engagé en faveur de l'égalité des chances. Donc en fait, les entreprises qui sont partenaires d'NQT, elles s'engagent pour illustrer en fait des valeurs profondes qu'elles ont, et notamment elles ont à cœur de pouvoir peut-être demain, quand elles ont des besoins de recrutement en tout cas, recruter des talents NQT. Donc il y a ces initiatives-là qui peuvent être faites. Et au-delà de ça, nous, ça fait partie de notre rôle d'essayer d'optimiser en fait toute cette période de veille professionnelle pour les jeunes. Donc on va essayer de se mettre à jour avec eux sur quelles sont les bonnes job boards sur lesquelles aller. Il y en a qui sont généralistes, d'autres qui sont spécifiques. Et il faut vraiment être en alerte et pouvoir trouver l'information qui va nous concerner. Voilà, donc ça, c'est notre rôle aussi de le faire. En plus de ces outils-là, on va aussi faire des temps forts, parce que c'est compliqué, en fait, des fois, d'être dans une démarche de recherche, surtout quand on a fini ses études. Il ne faut pas rester tout seul, parce que des fois, on peut vite basculer dans un cercle vicieux. Quand on recherche, si nos journées, c'est envoyer des CV, lettres de motivation, et avoir pas de réponse, ou des réponses négatives, il n'y a rien de pire, en fait. Ça plombe le moral, et en fait, la confiance en soi, elle peut vraiment être profondément remise en question, voire le projet pro. Donc l'idée, c'est de ne pas être tout seul, et on va proposer, nous, des événements. Donc ça peut être des découvertes métiers, visites de sites. On fait des formats speed coaching. On veut créer la rencontre entre les jeunes et les pros. Et idéalement, ce que les jeunes aillent, en fait, physiquement, dans les entreprises, sans se mettre de pression. Le but, c'est pas à la fin qu'ils sortent avec un boulot tout de suite dans cette boîte-là. Par contre, ils auront fait des démarches réseau, ils auront avancé sur la posture et sur, leur approche et la projection dans le monde professionnel. Oui, parce que c'est ce que j'allais notamment dire, mais c'est vrai que finalement, quand on envoie des CV, on a peut-être plus de chances d'être pris si on s'y rend en physique, si on montre notre intérêt. Notamment, il peut y avoir peut-être des immersions aussi, ou même juste d'aller poser des questions. Parfois, ça fait un peu la différence. Et justement, ça, c'est ce que vous poussez, vous, chez NQT notamment, d'aller voir en fait, l'employeur, d'aller voir la structure, en fait. Tout à fait. Et est-ce que ça crée vraiment une vraie différence par rapport au fait d'envoyer des CV numériquement ? Parce qu'en fait, déjà rien qu'au niveau de la démarche, à partir du moment où on arrive à reprendre un peu confiance en soi, ça va être plus facile d'aller à des événements emploi. En ce moment, on est sur la pleine période où il y a plein de forums job d'été. C'est là qu'il faut aller en fait. Même si c'est pas forcément un job d'été qu'on cherche, c'est pas grave, vous allez rencontrer des recruteurs. Donc ça, faut pas hésiter. Et c'est ça qui va aider déjà à bien vous présenter et à travailler votre pitch professionnel. Donc ça, c'est vraiment hyper crucial par rapport à ça. Et la rencontre, là, je vais me baser sur des témoignages de jeunes qu'on peut avoir au quotidien. Bon, moi-même, j'ai bénéficié de l'accompagnement, mais ça commence à faire maintenant, ça fait peut-être une douzaine d'années. Mais en fait, c'est vraiment l'effet, je l'ai dit tout à l'heure, mais la confiance en soi. À partir du moment où on va avoir un petit peu de temps, une oreille attentive, une écoute active
de quelqu'un qui est... il n'est pas là pour vous caser, en fait, il est là pour vous écouter et vous aider à prendre de la hauteur et à adapter la stratégie de recherche. Aider à penser aux choses auxquelles on n'aurait pas pensé. À deux cerveaux, on va toujours beaucoup plus loin qu'avec un seul. Donc en fait, c'est vraiment ça, la plus-value. Souvent, ça intervient sur la confiance en soi et sur la posture, l'approche dans la démarche. On a des questions dans le chat. Alors, vu que je suis un peu aveugle, je vais me rapprocher de l'écran. Est-ce que vous avez quelques exemples de parcours réussis par vos jeunes? J'en ai plein. Je pense à une jeune fille, Apolline, je peux dire son nom parce qu'on a accompagné plein d'Apolline, donc il n'y a pas de souci. Une jeune fille qu'on avait accompagnée, ça date de 2023. Elle n'avait pas trop confiance en elle. Elle était en situation vraiment, c'était un peu compliqué pour elle. Elle avait 26 ans, je crois, et elle avait déjà une première expérience professionnelle. Et en fait, Apolline, ce qui s'est passé, c'est que ça s'était mal passé, son expérience professionnelle. Avec son manager, ça se passait pas forcément bien. Les missions qu'on lui avait confiées, en réalité, n'étaient pas tout à fait en adéquation avec ce qu'elle avait compris ou ce qu'on lui avait vendu à la base. Et donc, la période d'essai a été rompue. Et elle n'était pas bien du tout. Parce qu'en fait, elle misait beaucoup sur ce boulot-là. Elle avait déménagé pour arriver pour ce poste-là. Et vraiment, ça n'allait pas. Donc, elle a été accompagnée par NQT. Au début, elle ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a participé à un format speed coaching. Donc, on avait organisé, il se trouve que c'était avec l'entreprise HP, qui est basée à Grenoble. Et donc, pendant 40 minutes, elle a pu échanger avec un pro de chez HP, qui est mentor par ailleurs. Et en fait, ça l'a aidée. En fait, elle a pu déjà vider son sac, parce qu'elle avait besoin de le faire. Avec ce pro, il lui a donné son avis et il l'a aidé à rationaliser. Et la belle histoire par rapport à ça, ce qui est rigolo, c'est que Apolline, au moment où elle a fait le speed coaching, elle n'avait pas encore de mentor. Et à l'issue de ça, c'est le mentor qui m'a dit j'aimerais bien l'accompagner, Apolline, parce que là, on a du boulot et 40 minutes, ça ne va pas suffire pour pouvoir échanger. Donc, c'est une fille qui est super, elle a tout ce qu'il faut, mais là, elle est dans une phase compliquée. Donc, j'ai envie qu'on puisse démarrer comme ça. Et pourquoi je parle d'elle? Parce qu'il y a 1 an, elle a désormais trouvé un emploi. Et nous, ça nous arrive régulièrement de faire appel à nos alumni. Et pour ces alumni, on leur demande s'ils acceptent d'être ambassadeurs par rapport à ce qu'a pu leur apporter le dispositif, est-ce qu'ils acceptent d'en parler autour d'eux, et notamment de témoigner. Et Apolline, elle est venue au sein d'une entreprise partenaire, qui était nouvellement partenaire. On lui a demandé, est-ce que tu peux venir témoigner ton expérience pour que le comité de direction, les collaborateurs qui seront en face de toi, qui vont t'écouter, puissent se projeter et se dire, ah ouais, demain, j'ai envie d'être mentor, j'ai envie d'accompagner des jeunes comme toi. Donc voilà, c'était pour... Elle est un peu longue, hein, mais... C'est une belle histoire. Non, c'est une très belle histoire et j'imagine qu'il y en a plein des comme ça. Ouais, je peux pas tout retenir, mais il y en a plein. Et je me dis notamment, c'est vrai qu'on parlait d'équité, d'égalité des chances, surtout là au niveau des femmes, là sur la dernière séquence, on parlait de ça notamment. Est-ce que au sein de la structure, il y a peut-être des actions ou des choses qui sont menées pour justement que les femmes elles puissent se sentir mieux dans leur milieu au travail? Alors nous, on essaye au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a un petit peu plus de jeunes filles qui sont accompagnées que de garçons. On doit être à 63-64% de jeunes femmes. On a plein de super marraines aussi qui peuvent aider. Mais c'est pas parce qu'on est une jeune fille qu'on doit être accompagnée forcément par une femme. Donc on essaye vraiment, nous, d'avoir ce sujet à cœur. Et ça fait partie en fait des questionnements qu'il va y avoir lors du premier rendez-vous entre le mentor et son filleul. L'idée en fait de l'accompagnement, nous, c'est qu'on aide les jeunes à identifier les freins qu'ils se mettent ou qu'on leur met. Et des fois, le fait d'être une femme, ça peut être un sujet ou ça peut ne pas l'être. Ça va dépendre complètement du secteur dans lequel on est, de ce qu'on recherche, d'où est-ce qu'on cherche. Donc ça, c'est dans le quotidien au niveau du mentorat, du parrainage. Et également, on va, parmi les actions qu'on fait, on va relayer des informations et monter des événements pour nos jeunes. Et ces informations et ces événements, l'idée, c'est que il puisse y avoir des thématiques. Et une bonne partie d'entre eux, en effet, vont être sur des thèmes. Ça peut être l'emploi des femmes, la carrière des femmes, ça on le fait au moins une fois par an, si ce n'est plus. Ces formats d'événements, on les fait en présentiel ou en visio. Parce que je ne l'ai pas dit, mais nous, on est sur une association qui est présente partout en France, hexagonale et dans certains dom-tom aussi. Donc, n'hésitez pas, parce que des fois, quand on fait ses études supérieures, on peut être amené à bouger, on peut être accompagné. Et au niveau des thèmes, voilà, on essaie vraiment de s'adapter. Et si jamais on se rend compte qu'il y a un point de blocage qui peut être lié justement par rapport à un frein, on peut aussi adapter l'accompagnement et changer le mentor ou le filleul si les besoins évoluent. Ok. Moi, je me demandais si vous auriez peut-être aussi un conseil aux jeunes qui se lancent dans leur recherche d'emploi ou d'alternance, notamment. Alors, il ne faut pas le faire tout seul. Il faut en parler autour de soi.
Déjà parce que ça aide, le fait de verbaliser, on se rend beaucoup mieux compte, on prend beaucoup mieux conscience. Il faut oser, c'est dur, hein, parce que on n'a pas forcément l'habitude de faire beaucoup d'aller-vers. Quand on est à l'école notamment, on doit pas mal consommer de l'information, retenir des données. Là, c'est l'inverse, il faut aller vraiment chercher, fouiller. Donc vraiment, ce serait oser et pas rester tout seul. Et puis, faire de la démarche réseau. C'est pas tabou, la démarche réseau. C'est juste aller vers l'autre, s'intéresser à l'autre et lui faire connaître quelle est sa situation. Voilà, et avoir des échanges plus ou moins réguliers avec les gens qu'on a pu croiser dans la vie pro et perso. C'est toujours intéressant. Et justement, tu disais le fait de ne pas rester seul. On en parlait aussi avec le commissaire plus tôt. C'est vrai qu'au niveau santé mentale, c'est hyper important le fait de ne pas rester seul, d'être en contact avec des gens et de pouvoir parler, de justement exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on peut ressentir au sein de notre travail, ou même peut-être les préjugés qu'on ressent, qu'on peut ressentir aussi au niveau du travail. Est-ce que ça, c'est pareil, un peu un défi que vous releviez aussi avec les gens qui sont accompagnés dans votre structure, ce côté santé mentale? Oui, alors c'est pas notre cœur de métier premier, mais pareil, c'est au quotidien quand même, puisque quand les jeunes arrivent dans le dispositif, déjà ils s'inscrivent si ils ont envie, hein, on n'oblige pas du tout, et s'ils n'ont plus envie, si ça ne fonctionne plus, on arrête. Donc ça, c'est hyper souple. On va leur demander d'être proactifs dans leur démarche de recherche professionnelle, et ça veut dire quoi? Ça veut dire nous tenir informés, nous l'équipe NQT, et leurs mentors de leur démarche, qu'ils aient l'impression que ça avance ou que ça patine. Donc ça, c'est un premier point. Et nous, à minima, on va faire un suivi une fois par mois, s'il n'y a pas d'aléa ou quoi que ce soit, auprès de ces jeunes pour savoir comment ça va. Est-ce que leurs critères de recherche, ils ont changé? Comment se passe le parrainage? Est-ce qu'ils ont fait évoluer, je sais pas moi, leur approche, leur technique? Et aussi pour leur dire, au fait, oublie pas, on fait tel et tel événement, puisqu'au-delà de tout ce que j'ai indiqué, on va aussi leur proposer des ateliers entre eux. Vraiment pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. En général, on le sait, mais de là à ce qu'on en prenne bien conscience, c'est encore autre chose. Donc parfois, on leur propose des ateliers en petit format, hein, mais où vous venez, vous allez échanger pendant 2 heures de temps sur vos tips et astuces. Qu'est-ce que tu fais toi demain pour trouver ton alternance, je ne sais pas moi, en industrie? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour trouver une alternance dans le commerce? Toi, tu as vu une alternance dans l'industrie, tiens, transmets à un tel parce que ça peut l'intéresser. Et c'est comme ça aussi qu'on va leur faire développer la démarche réseau. Oui, donc en fait, les personnes qui sont accompagnées, elles peuvent créer aussi du lien entre elles, quoi. Ouais. Au niveau du réseau, pouvoir s'entraider. C'est quelque chose qui arrive, j'imagine, beaucoup aussi, qu'ils puissent justement s'entraider, partager leurs connaissances aussi sur leur métier ou même sur les différents réseaux qu'ils peuvent connaître. Si jamais ils ont un LinkedIn ou un truc comme ça, justement, ça permet un peu cet échange-là. Donc en fait, ça peut carrément aider au niveau même de la santé mentale de pouvoir ne serait-ce qu'échanger, en fait, je pense. Exactement. Donc au final, même pour des personnes qui ont peut-être ces difficultés-là, c'est intéressant aussi de venir dans cette structure parce qu'elles peuvent être accompagnées, aidées, notamment par des gens qui s'y connaissent vraiment quoi, dans leur métier, même si c'est peut-être différent, peut-être qu'il y a des gens qui vont être assez timides, qui vont avoir du mal. J'imagine qu'il y en a eu, des personnes qui ont eu du mal un peu à s'exprimer ou qui sont un peu timides. Et justement, vous prenez peut-être plus le temps aussi de pouvoir parler, discuter calmement avec ces personnes-là pour que ça puisse mieux se passer et qu'elles puissent se sentir en sécurité et vraiment écoutées. J'imagine. En fait, nous, la clé pour que ça fonctionne, c'est qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. En premier lieu, soit elle va s'établir entre le jeune qui arrive dans le dispositif et son chargé de mission, référent. On est 9, nous, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'ai toute une team, c'est pas moi qui fais le boulot, hein, c'est toute une team de chargés de mission qui sont là au quotidien pour les jeunes. Soit la relation de confiance prioritaire, elle va s'établir entre le filleul et son mentor. Ça peut aussi être une relation tripartite, il n'y a pas de problème. Et pour pouvoir s'adapter justement au mode de fonctionnement, mode d'emploi un peu de chacun, on a développé plusieurs canaux. Donc, le canal professionnel premier, c'est beaucoup les mails, mais ça devrait pas. Ça devrait être le téléphone. Mais c'est pas simple de téléphoner. Aujourd'hui, les suivis, on les fait beaucoup par SMS, on les fait par mail aussi, on peut faire de la visio, et on a développé un système de chat aussi qui peut être intéressant. Bon, on n'a pas encore le système où on peut vous répondre 24 heures sur 24 parce qu'on dort la nuit. On est une équipe, mais j'espère qu'en 2025, voire 2026, on aura un système de chatbot qui permettra du coup de poser toutes les questions qu'on a posées, parce que des fois ça mouline aussi la nuit, les questions, ah mince, l'entretien, j'aurais dû faire ça, et la nuit le mentor il dort aussi. Donc voilà, ça c'est des pistes qu'on a, on essaie vraiment de s'adapter par rapport à la réalité en fait que traversent les bénéficiaires en fait qu'on accompagne.
Mais franchement, c'est génial. Moi, j'invite toutes les personnes qui justement ont ces difficultés peut-être à aller vers un emploi, à des personnes qui sont timides ou même d'autres soucis, hein. Franchement, allez-y, vous serez accompagné justement par des pros, par une super équipe, j'ai l'impression, en tout cas. Ouais, ils sont En tout plutôt cas, cool. ça donne envie, franchement, d'être accompagné, de savoir qu'on est en sécurité, et qu'on est vraiment écouté sur nos difficultés. Donc franchement, allez-y, hein. J'imagine qu'il y a notamment un site internet et des réseaux sociaux pour justement se renseigner. Oui, alors, ouais. En effet, pour se renseigner, si vous êtes intéressé, l'idée, c'est qu'il suffit que vous alliez sur Internet ou alors vous téléchargez l'application, c'est app.nqt.fr. Ok. Donc voilà, c'est assez simple par rapport à ça. Et si jamais vous n'êtes pas dans la situation où vous avez le bac+3, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est aller sur un jeune, alors je ne dis pas une bêtise, unjeuneUneSolution.gouv.fr. Effectivement. Ça a Ouais. déjà dû être évoqué, hein, je Alors, pense. j'ai une solution, ouais, on l'a évoqué aussi, notamment avec l'obligation de formation 16-18, pareil, donc n'hésitez pas. Et pareil avec la chaîne La Bonne Idée sur laquelle on est très en lien avec Un Jeune, Une Solution. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur le site aussi, ça peut grave vous aider. C'est ça. Et pas y aller qu'une fois, parce qu'en Ouais. fait, on peut y aller parce qu'on a une thématique liée au logement, Ouais. on peut y aller parce que on a des questions sur la santé mentale, on peut y aller parce que le mentorat, c'est hyper intéressant. Donc, c'est un réflexe à avoir. Je crois qu'on a une petite question dans le chat. Alors, je vais essayer de... tiens, hop là. Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier des accompagnements ? Eh ben, il suffit de s'inscrire sur app.nqt.fr, comme je disais tout à l'heure. Si vous avez des questions, si avant de vous inscrire, vous voulez savoir quels sont les critères d'éligibilité, je vais les indiquer ici, mais vous pouvez aussi nous contacter, nous l'équipe. On a une adresse mail, donc ara@nqt.fr. Vous pouvez aussi aller directement sur notre site, il y a un formulaire de contact et on vous rappelle directement. Quand vous arrivez sur le site, l'idée c'est qu'on va vous poser quelques questions. Donc c'est David, ça c'est un vrai chatbot en l'occurrence. Il est un peu intrusif, il vous pose des questions, mais c'est pour voir si vous êtes éligible ou non. Et comme ça, que vous soyez éligible ou pas, nous on vous rappelle pour soit vous accueillir, vous expliquer comment ça se passe, quelles sont les prochaines étapes, quelles vont être un peu les règles en fait, parce que certes c'est gratuit, c'est juste engageant moralement, comme disait, il faut être proactif. Ouais. Et si jamais vous n'êtes pas éligible, nous l'idée c'est qu'on voit le pourquoi et qu'on vous oriente vers d'autres assos, si jamais vous voulez être accompagné avec notamment du mentorat, ou si c'est nos thématiques, on va essayer en fait de vous orienter vers d'autres collègues. Ouais, c'est des collègues. Franchement, c'est super. J'invite vraiment toutes les personnes à pouvoir passer, que ce soit sur le site internet ou même si jamais vous n'êtes pas très loin en physique, pour aller poser des questions notamment. En tout cas, merci beaucoup pour ça. C'était super comme séquence. J'espère que aussi ça t'a plu de passer sur cette émission. Ouais, c'était une première. Super. Et j'espère que ça aidera notamment des personnes qui peuvent regarder cette émission en direct ou en rediffusion. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Au revoir. Et nous on passe tout de suite à la nouvelle séquence avec le 2C. Thiago dos Santos, passionné de cuisine, se lève tous les matins pour faire ses courses au marché. Mais comment et surtout pourquoi choisit-il aussi attentivement ses légumes et fruits ? Ah les filles, optimistes et pessimistes, comment vous allez ? Trop là comme ça d'être cuisinier. Pendant un rush, on est tellement stressé. C'est vraiment dur de travailler dans ces conditions. Le patron qui te crie, les clients qui attendent. C'est vraiment difficile comme métier. Oui, mais il faut pas dire ça, parce que sans stress, ça devient vite ennuyeux. Quand on fait 2 ou 3 couverts, il n'y a rien de plus long dans la vie. C'est de la bonne pression. Grâce à ça, on est encore plus concentré. Et c'est le moment où il y a le plus de passion. Parce que la cuisine, ça reste avant tout une passion. Mais n'empêche que les heures, c'est invivable. Faut toujours se lever tôt pour aller faire la préparation. Faut se coucher tard pour finir le service. Impossible d'avoir une vie à côté du restaurant en fait. C'est faux, on pourrait croire qu'on n'a jamais assez de temps pour nous. Mais l'équipe est bien organisée. Un cuisinier commence tôt pour finir plus tôt et l'autre commence tard pour finir tard. Et comme ça, tout le monde peut avoir du repos.
Et oui, la plupart des restaurants fonctionnent comme ça pour permettre à chacun de se reposer les après-midi, d'être tranquille et même, pourquoi pas, avoir ses week-ends. Oui, c'est bien, vous avez toujours raison, vous êtes toujours d'accord avec tout, mais ça ne dit toujours pas ce qu'on fait des clients jamais contents et qui critiquent tous nos plats. Mais arrête d'être pessimiste tout le temps. Si tu imaginais la satisfaction que c'est de recevoir des compliments lorsque tu cuisines, tu dirais pas ça. Et puis le négatif, ça doit représenter peut-être seulement 1% des commentaires des clients. Donc on retient que le positif et on prend le négatif pour s'améliorer. Ouais. Venez par ici. Ouais. Oui, monsieur. Vous pouvez ramener les cuistots, s'il vous plaît? Ce qui va pas, monsieur. Il y a un problème avec le plat, ramenez le cuistot, s'il vous plaît. Ok, on est vraiment J'ai 2 désolé. mots à lui dire. On est vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Thiago, le client il a pété un câble, il veut se voir. T'as à droite sur la pizza. Viens, on va le voir. C'est le mec là-bas? Ok. Monsieur, il y a eu un souci avec votre plat? Ouais, il y a un gros souci, ouais. C'est que c'était super bon et que je pense que je reviendrai avec des amis ou de la famille pour leur faire découvrir ce restaurant. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ok, hop, alors, on va être de retour, on est de retour en direct là? Ok, nickel. Alors je coupe juste ça, parce que du coup on mettait la vidéo. Ok, bon j'espère que la vidéo elle vous a plu, pour ceux qui ont pu la regarder là. C'est un truc qu'on avait tourné justement avec l'E2C, les jeunes de l'E2C, parce qu'on participe justement au concours Je filme le métier qui me plaît. N'hésitez pas à aller sur le site d'ailleurs, Parcours Métier, à chercher notre vidéo en tapant cuisinier. Normalement vous pouvez la trouver, j'ai plus le titre de la vidéo exacte, je sais pas si Enzo, tu peux me rappeler le titre de la vidéo sur Parcours Métier? L'apprenti cuisinier? Ok, bah voilà, bah, n'hésitez pas à aller chercher l'apprenti cuisinier sur Je filme le métier qui me plaît sur le site Parcours Métier. Nous, du coup, on passe à la séquence avec l'E2C. Donc déjà, bah, bonjour à vous trois. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez vous présenter chacune à votre tour? Voilà. Du coup, moi, je suis Karine Berton, donc référente et formatrice à l'E2C Vienne. Ok. Je m'appelle Tessa Kando, je suis stagiaire à l'E2C délocalisé. Ok. Et moi, je suis Alice Four, du coup, je suis formatrice et référente de parcours, mais je suis aussi la coordinatrice du site de Vienne. Ok. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourrez expliquer un peu ce qu'est l'E2C pour les gens qui ne connaissent pas forcément Ouais, du coup, l'E2C, c'est une association, c'est un dispositif, on est un centre de formation. On accueille des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui ont arrêté l'école, qui peuvent avoir jusqu'au bac validé, et donc dont le projet est de travailler le projet professionnel. Donc voilà, le fil rouge de tout le parcours à l'E2C, ça va vraiment être de travailler, de mettre en œuvre le projet professionnel du jeune. On propose des parcours d'environ 8 mois. Et pendant ce parcours, on va travailler plein de choses, mais avec l'objectif de sortir en emploi ou en formation. Ok. Et justement, est-ce que tu peux peut-être parler un peu de ton parcours avant d'intégrer l'E2C, la mission locale, ce que tu faisais avant notamment? Avant l'E2C, j'étais à la MFR d'Anneyron en CAP métier d'agriculture et j'ai arrêté en deuxième année en février pour rejoindre la mission locale ensuite. Ok. Et comment ça se passe du coup jusqu'à maintenant l'E2C? Est-ce que tu as réussi justement à trouver un truc qui te plaît? Est-ce que tu sais maintenant vers où tu veux aller un peu? On a trouvé un truc, c'est la vente. Ok. Avant c'était le toilettage qu'on avait fait là, maintenant c'est la vente. Ok. Et comment ça se passe au sein de l'E2C quand vous accompagnez des jeunes? C'est quoi un peu les actions qui sont mises en place pour accompagner les différents jeunes qui sont justement au sein du dispositif? Bah, du coup, nous, on a notre rôle formateur où on accompagne en collectif sur le pro, des projets par rapport à des thématiques et des visites d'entreprise, des visites de centres de formation, etc. Et puis, on a le côté référent où là, on va accompagner en individuel sur son projet justement. Et en parallèle, on va travailler les freins de la vie quotidienne. Ok. Et il y a notamment par rapport à l'E2C, alors il y a le dispositif SEJ E2C. Et justement, c'est quoi la différence entre un accompagnement SEJ E2C et un accompagnement E2C comme on pourrait l'entendre de manière plus classique?
Du coup, là, c'est renforcé parce que le partenariat qu'on a avec la mission locale et notamment la responsable du SEJ, ça fait un accompagnement double. Et du coup, il y a aussi les activités, en plus, les animations qui sont proposées auxquelles nos jeunes peuvent bénéficier. Ok. Et justement, est-ce que tu peux parler des actions que tu as pu mener avec les autres jeunes au sein de l'E2C? Qu'est-ce que vous avez fait notamment? Est-ce que vous avez visité des entreprises? Lesquelles? On a visité Osiris, le parrain de la session. Ok. On a visité Dingue Fringue, Cap Animal. Okay. Et ça se passe comment? Généralement, vous faites quoi? Vous faites la visite, on vous parle un peu du métier, de justement tout ce qui se passe dans l'entreprise? On rencontre le professionnel, après on lui parle un peu si on a des questions. Et souvent on visite son entreprise. Ok. Il donne aussi les attendus des entreprises, les codes, etc. C'est bien pour les jeunes aussi. Okay. Et puis nous, avec les jeunes, on va préparer en fait avant la visite. On va les questions qu'ils veulent poser, ce qu'ils veulent découvrir. Et puis on va aussi faire tout un travail après au retour en centre sur la mise en forme par exemple d'affiches sur des visites. Enfin voilà, ça peut prendre différentes formes. En tout cas, on va retravailler un peu ce qu'on a vu pendant ces visites-là. Et là, je parle des métiers et autres, mais quand on pense à l'E2C, il y a aussi ce côté de se rapprocher un peu du système scolaire un peu, justement pour aider peut-être pour des gens qui sont un peu éloignés, par exemple, qui ont peut-être des difficultés à écrire ou ce genre de choses, il y a aussi des actions que vous faites là-dessus? Oui, alors par contre, on est quand même on est un centre de formation, donc on n'est vraiment pas du tout dans un mode scolaire. Nous, avec Karine, on est toutes les deux formatrices et on n'est pas des enseignantes. Mais effectivement, on va pouvoir travailler les compétences de base, français, maths, bureautique, qui vont être en lien avec les projets des jeunes. L'objectif, c'est toujours de garder en tête le projet et de travailler les compétences dont le jeune a besoin pour ce projet-là. Parce qu'en plus, on a fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec les jeunes de l'E2C. Et c'est vrai qu'ils nous disaient que finalement, même si ils peuvent retravailler certaines choses qui se rapprochent de ce qu'ils faisaient un peu à l'école pour l'écriture, etc., c'est vrai que ça n'a vraiment rien à voir. Parce qu'ils se sentent quand même plus, on va dire, accompagnés sur leurs difficultés. C'est quand même plus restreint parce qu'il y a moins de monde. Donc parfois, les gens qui sont timides ou qui ont un peu de mal, c'est vrai qu'ils sont aidés sur ça parce qu'il y a moins de monde. Donc forcément, on a plus matière à s'écouter, à s'entraider en fait. Et justement, il y a un peu de ça, j'imagine aussi, entre les jeunes, avec vous aussi, chacun s'entraide en fait au sein de l'E2C. Et puis c'est en fonction aussi de leurs besoins propres, c'est individuel là, hein. Le maths français, c'est vraiment individuel au sein d'un collectif. Donc après, forcément, même entre eux, ils s'entraident, c'est sympa à voir d'ailleurs. Et puis nous, on vient en aide, bien sûr. Et justement, moi je me pose la question de comment ça se passe avec les autres jeunes au sein de l'E2C. Vous êtes beaucoup en lien, comment vous vous entraidez en fait durant les sessions? Souvent, s'il y en a un qui a besoin d'aide, soit on a fini nos trucs et on peut aller voir un qui a besoin d'aide, ou souvent on s'appelle et on se demande j'ai besoin d'aide pour les maths. On va voir celui qui a besoin d'aide et ensuite on s'aide un peu tous ensemble. Ok. Juste l'avantage par rapport à l'E2C et SEJ, ils sont rentrés en SEJ tous ensemble, donc ils ont commencé ensemble, et là toute la session ils sont restés ensemble, toujours les mêmes jeunes. Ouais, ça reste en fait ça reste vraiment les mêmes jeunes, même s'il y en a qui peuvent justement partir à un moment donné parce qu'ils ont trouvé peut-être leur emploi. Exactement. Ou autre chose. Je sais aussi notamment j'en avais parlé avec les jeunes durant le podcast, mais il y a des stages aussi durant l'E2C. Est-ce que peut-être vous pouvez en parler un peu, comment ça se passe, comment vous les aidez à trouver ces stages-là, est-ce que vous avez déjà des liens en amont avec des entreprises? Alors effectivement, les stages, ça représente quand même une bonne partie de leur parcours. Ça enrichit leur CV. Donc ça, c'est très intéressant. On remercie les entreprises qui nous viennent en aide et qui reçoivent nos jeunes. Et donc, bien sûr qu'on les prépare, hein, rien que sur la présentation, hein, pour aller décrocher ce stage sur les codes d'entreprise, comme on disait. Tout au long de ce stage, on est en lien aussi avec le tuteur.
J'ai perdu le fil de la question, mais... Non, mais c'était juste pour savoir par rapport au stage comment ça se passait pour les jeunes, en fait, en globalité. Vous les accompagnez, est-ce que vous cherchez justement notamment à discuter avec le jeune avant pour savoir peut-être le métier qu'il recherche, justement pour le pousser à faire des stages dans ces métiers-là? C'est ça, en fait, soit ils ont des idées et là ils vont faire des stages afin de valider le projet, ou soit alors ils sont en exploration et puis on va aller tester différents métiers afin de trouver ce qui leur correspond le mieux. Et justement, tu as pu faire des stages au sein de l'E2C. Est-ce que tu peux peut-être faire un retour de comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a plu? Peut-être pas forcément. Est-ce que tu as découvert des choses, notamment grâce à ces stages-là? J'en ai fait 5 en tout, il y en a des plus marquants et des moins marquants. Ok. Par exemple, à Gamevert et à Chaussat, c'était les plus marquants, je veux dire. Et après, il y a des moins bonnes expériences aussi. Et est-ce que ça t'a aidé justement à visualiser un peu comment tu veux que soit ton avenir? Est-ce que tu as justement, grâce à ces stages-là, tu as identifié ce que tu aimerais faire et ce que tu n'aimerais pas faire, notamment dans le métier de la vente? Oui, un petit peu, pas trop tout ce qui est grande surface et tout, c'est pas mon truc. Je sais que c'est plus dans les petites entreprises. Ok. Et toi, tu sens que tu es plus dans, par exemple, je sais qu'il y a des métiers dans la vente qui sont plus sur le prêt-à-porter, sur peut-être les aliments ou autre. Toi, tu es plus de... C'est quoi qui t'intéresse le plus finalement dans la vente? Ça serait plus animalerie, mais c'est à réfléchir encore. Ok. Et tu as pu faire un stage en animalerie ou pas forcément? Oui, à Gamevert, j'en ai fait un en animalerie et un autre dans d'autres rayons. Ok. Et moi j'ai une question aussi pour savoir comment vous accompagnez parfois des jeunes qui sont très éloignés du monde du travail et de la société en général. Parce que c'est vrai que ça peut être assez complexe, j'imagine. Comme c'est assez hétéroclite comme groupe, parfois il y a des jeunes qui peuvent être très éloignés, comme il y en a qui peuvent être moins éloignés. Alors comment ça se passe pour vraiment regrouper ça et accompagner tout le monde de manière équitable? Comme Karine disait tout à l'heure, en fait, l'avantage, c'est un vrai marquant de l'E2C, c'est qu'en fait, on fait une pédagogie individualisée. C'est-à-dire que chaque jeune va avoir son parcours qui va être individualisé. Et donc, on va pouvoir adapter en fonction des difficultés, des besoins du jeune. On a certains jeunes, effectivement, quand ils arrivent, se lever le matin, ça peut être compliqué. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être mettre en place des plans d'action pour, le matin, d'abord, on vient peut-être pas du tout. Après, on vient 10h, puis petit à petit, on viendra à 8h45. Enfin, voilà, donc tout ça en fait qu'on va adapter les parcours et que ça va faciliter en fait la mise en confiance et l'installation des jeunes dans le groupe. Ok. Et comme on parle du festival unique d'égalité des chances, selon vous, en quoi le programme CEJ2C incarne les valeurs justement portées par ce festival pour l'égalité des chances, pour l'équité, pour l'inclusion? Vas-y. Alors déjà, on a des liens forts et nous, il n'y a aucun critère d'entrée. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et après, on essaye de créer un maximum de liens pour faciliter tout ça. Pour faciliter l'échange entre les différents jeunes, même si j'imagine qu'il y en a parfois qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais notamment, j'imagine que le fait de pouvoir s'entraider, ça permet aussi de dépasser un peu nos peurs, etc. Je sais notamment qu'il y a des jeunes qui peuvent être atteints de beaucoup de timidité ou autre. Ça les aide notamment de pouvoir discuter, de pouvoir être en lien. C'est ça. Et puis même les liens avec les entreprises, c'est enrichissant parce que justement, ils s'habituent à ce contact-là et ça les met en confiance. Il y a une belle évolution en général sur la confiance en soi. Et est-ce que notamment quand les jeunes passent par ces entreprises-là, ils savent en amont que c'est des jeunes accompagnés par l'E2C, donc est-ce qu'il y a une manière différente pour eux dans l'approche qu'ils ont avec les jeunes qui sont ensuite en stage ou autre, ou pas forcément? Non, moi je dirais pas forcément. Pas forcément. Après, ça va plutôt être nous dans notre manière d'accompagner qui est peut-être un peu différente parce que on a un suivi qui est peut-être un peu plus important que d'autres structures. Enfin voilà, nous on peut avoir le lien en amont du stage, pendant le stage, à la fin du stage, voilà. Et puis, mais sinon non, dans la façon d'aborder les stages, je crois pas qu'il y ait trop de différence. Des fois, il y en a qui peuvent être un peu plus sensibles par rapport à leur propre parcours.
Et est-ce que par rapport à des jeunes qui ont été justement au sein de l'E2C et qui sont aujourd'hui peut-être en emploi, est-ce que vous gardez quand même un contact après qu'ils aient réussi à trouver un emploi? Du coup, à l'E2C, en fait, sur les parcours, donc c'est des parcours d'environ 8 mois. Et à la fin du parcours, en fait, on a encore, nous, ce qu'on appelle le suivi post-parcours, qui dure 1 an après la fin du parcours. Donc ça veut dire, en fait, qu'1 an après la sortie du jeune, on va continuer à le suivre régulièrement pour sécuriser, en fait, sa sortie de parcours. Donc on a quand même des liens encore un petit peu après. Et justement, pour des jeunes qui aimeraient être au sein de l'E2C, qui aimeraient justement s'inscrire, comment ça se passe? Ouais. Du coup, si le jeune est inscrit à la mission locale, il en parle avec son conseiller qui va venir du coup faire ce qu'on appelle nous une prescription. Et après, dans le système de recrutement, du coup, moi, j'organise des informations collectives, du coup, tous les mois, 1 fois par mois. Et donc, lors de ces informations collectives, je donne des informations générales. Si le jeune ensuite est intéressé, il va récupérer un dossier d'inscription. Et puis moi, je vais le recevoir à nouveau en entretien individuel cette fois. Et puis, on va définir ensemble si c'est pertinent ou pas l'entrée à l'E2C et définir d'une date d'entrée. Ok. Et est-ce qu'il y a un âge requis pour être au sein de l'E2C? Je sais que la mission locale, on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Est-ce que pour l'E2C, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, 16-25 ans. Ok. Sortie du système scolaire, et il faut avoir jusqu'au bac validé. Si on a un niveau plus supérieur au bac, c'est pas possible d'intégrer. D'accord. Et justement, vous, au sein de l'E2C, comme je vous disais, c'est assez hétéroclite en matière de profil. C'est vrai que ça doit être complexe d'accompagner, par exemple, un jeune qui a 16 et un jeune qui a peut-être 23, 24. Comment ça fonctionne, finalement, d'accompagner des jeunes qui peuvent être aussi différents finalement entre eux? Après, ça c'est un travail au quotidien. Donc nous, on individualise beaucoup les parcours. Donc c'est ça aussi qui permet d'individualiser les contenus qu'on va donner selon les profils des jeunes. C'est pas tant l'âge. On sait que l'âge, ça fait pas non plus la maturité du jeune. Donc c'est pas tant l'âge, mais plutôt en fait en fonction des besoins des jeunes à un instant T où on va adapter en fait. Et vous avez des retours d'expérience aussi de jeunes qui ont participé à l'E2C, qui peuvent justement revenir un peu après et vous dire que c'était génial, qu'aujourd'hui ils sont en emploi ou ils ont réussi à être, qui se sentent vraiment heureux maintenant dans ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours ou ce genre de choses? Oui, après on en a régulièrement des jeunes. Du coup, l'E2C à Vienne, elle est ouverte depuis 2011. Donc on a quand même un petit peu de recul. Et pour le coup, oui, on a régulièrement des jeunes qui nous rappellent pour nous parler un peu de leur parcours positif et inspirant. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est un beau tremplin. Ouais, carrément. Et justement, est-ce que peut-être pour des jeunes qui hésitent un peu à se lancer ou qui sont timides ou qui ont du mal dans leur quotidien, est-ce que tu aurais un truc à dire justement, toi qui as participé à l'E2C, et est-ce que tu as un message à faire passer pour les jeunes qui hésitent peut-être à se faire aider? De pas hésiter à y aller, on perd rien à y aller. On gagne tout, on y gagne plus à y aller qu'à ne pas y aller. Et justement, par rapport à ça, t'en ressors satisfaite de ton parcours à l'E2C? Honnêtement, oui. Il y a eu des bonnes expériences. Et est-ce que, du coup, même après ça, vous gardez contact un peu entre vous avec les différentes personnes qui ont participé à l'E2C? Pour le moment, on est toujours en contact avec certains qui sont partis et après, des fois, on n'a plus contact avec certains. Ok. Mais du coup, il y a quand même, j'imagine, un peu une entraide. Il y a certains qui ont peut-être des facilités sur d'autres choses, d'autres des difficultés sur d'autres choses. Du coup, vous vous accompagnez quand même en dehors de l'E2C. Ça vous arrive aussi de vous entraider? Pas trop. En dehors de l'E2C, on se parle plus trop, mais ça arrive qu'on envoie d'autres. Quand on prend le bus, alors on se parle un peu. Mais c'est pas souvent qu'on revoit ceux qu'on avait vus avant. Ok. Et juste pour savoir, du coup, le parcours se finit quand pour toi? Le 13 juin, si je dis pas de bêtises. Ok. Et du coup, comment ça se passe à la fin de ce parcours? Vous organisez quelque chose? Est-ce que vous invitez ceux qui sont en emploi à revenir pour une dernière fois?
Du coup, il va y avoir... il y a forcément un bilan qui va être fait, puisque ça, c'est une action qui est financée par des institutionnels. Ouais. Donc, il y a un bilan qui va être fait. Alors, on espère en présence des jeunes. Pour l'instant, voilà, on n'a encore pas calé la date, donc je ne peux pas trop communiquer là-dessus. Mais du coup, oui, l'idée, c'est de faire un bilan avec les partenaires, donc les financeurs, avec les entreprises qui sont investies, le parrain, Monsieur Ress, de la plateforme Osiris, par exemple, et puis les jeunes qui sont en emploi ou qui sont toujours en contrat. Voilà, l'objectif, c'est de faire le bilan un peu à la fin, de voir un peu ce qui s'est passé. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu recommandes le 2C aux différents jeunes et même peut-être des gens que tu pourrais rencontrer ou dans ton entourage? Oui, parce que ça nous aide quand même, même si ça dure pas longtemps, ça dure que 8 mois, ça nous aide quand même beaucoup. Ouais. On espère vraiment, on espère que tu trouveras justement le métier qui te plaît dans la vente. Justement, on l'a vu, on en a parlé. C'est vrai que même la dernière fois dans le podcast, on en discutait avec les différents jeunes, mais ça les a quand même beaucoup aidés d'être accompagnés, de sentir être proches justement de différentes personnes et d'avoir cet accompagnement très rapproché en fait. Ça vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont assez répété et on le sent notamment. C'est un truc qui a vachement aidé ces jeunes-là dans leur recherche d'emploi, justement pour trouver des choses qui leur plaisent finalement dans les métiers. Et même lorsqu'ils ont eu peut-être des difficultés, je l'ai senti, mais ils le disaient vraiment que c'était quelque chose de très particulier et vraiment de différent d'autres parcours. Donc faut pas hésiter justement si jamais vous voulez vous inscrire, à passer par la mission locale. Nous, on vous orientera notamment sur le 2C ou même sur d'autres dispositifs qui existent. Mais voilà, n'hésitez pas franchement à nous contacter, à nous appeler par mail. Nous, on est toujours disponible pour vous du lundi au vendredi. Et puis pour le 2C aussi, on espère que pour les jeunes, vous trouverez justement votre voie, que ça a pu vous aider, que ça aidera notamment d'autres jeunes par la suite. Je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier message à faire passer aux différents jeunes qui peuvent regarder l'émission. Oui, souvent c'est la crainte, le manque de confiance en soi et vous avez forcément des qualités. Il vous manque peut-être les leviers pour mettre en avant ces qualités. Donc n'hésitez pas à toquer à la porte de la mission locale, le 2C, on peut vous aider. Super. Peut-être un message où tout est dit. Tout est dit là. Super. Un dernier message ou pas forcément? Bon, super. Et du coup, on arrive sur la fin de l'émission. Il reste que quelques minutes. Moi, je tenais à remercier notamment tous les organisateurs du Festival Unique, toutes les personnes qui sont passées sur l'émission, nos différents invités, monsieur le commissaire, notamment aussi côté formation, avec Lucas qui est passé sur l'émission. Je tiens à remercier le 2C aussi. Aussi nos quartiers ont du talent. C'était super cool. Voilà. On espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouvera aussi samedi pour une nouvelle émission sur la thématique du Festival Unique, cette fois au Parc Floral. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch de 10h à midi samedi, parce que j'y serai en animation. Voilà, et nous on se retrouve samedi. Merci beaucoup à toutes et tous, et puis à bientôt.